Émission 802. Cette semaine, Exterminators. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres n'ont plus besoin d'aller proche de Swartz pour sentir le smoke meat. Je vous les présente à l'instant. Quoique cette semaine, c'est moins pire que la semaine passée. Le smog, c'est ça, c'est une référence au smog. Je la comprenais pas. J'étais allé loin. Oui, c'est vrai, oui. Le premier et le prochain maire de Krakoa, Simon Chénier, est avec nous. Salut Simon. Bonjour. Est-ce que tu poursuis tes lectures des X-Men, Simon? Ah, toujours, Ouais. toujours. Ah, je suis content parce que je vis par procuration une lecture des X-Men par toi. Ah, ben, Ouais, écoute, tu vois, c'est sans l'effort, mais j'ai tous les fruits. Le dernier est un point commun avec Whoopi Goldberg. Les deux sont grands fans de Diablo 2. Le Diablo en général, pardon, excuse-moi. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Sauf que Whoopi, moi, contrairement à Whoopi, j'ai pas de Mac, fait que je peux jouer. Non, Elle c'est ça. Elle Elle est fâchée. est en furie parce qu'elle a pas de Mac. Là. Non, le dernier, il ne fonctionne pas sur Mac, c'est ça. Elle est fâchée. Parce que le Whoopi Effect va rentrer en cause, puis on va être en mesure d'avoir Peut-être. le jeu sur Mac éventuellement. D'aucuns diraient que c'est une influenceuse Ben, notable. Ben oui, depuis Rock'n'None 1. Elle est très bonne. Notre ami Laurent Boutin, en parlant de Rock'n'None, ne sera pas avec nous cette semaine parce qu'il fait des boîtes. Il s'est trouvé un appartement pendant que c'est encore légal. Hein? Le chanceux. Cessation de bail. Le criminel, toi, chose. C'est vrai, ça sera plus légal bientôt. Mais non, là. bientôt, ça va être un flibustier. Donc, il est en train de faire des boîtes. attendez, là, ils n'ont pas voté encore. Là. Non, je sais Ben bien, oui, mais tu sais, c'est parce Mais ça va arriver. ça va arriver. Voilà, c'est ça. Les hosties. Mais je sais. Tu sais, en tout cas, non, on fera pas de Compliqué politique. encore plus la vie. Ben oui, hein, c'est sûr. En tout cas, non, Ben, sois pas en tabarnak. On va pas là. Hey, avant d'aller plus en détail. C'est difficile de pas aller là. Ben, surtout quand je l'ai vu, je trouvais que c'était comme une mauvaise blague. Ouais, pour ça vrai? a l'air d'un article de The Onion Québec. Ouais. Tu sais, comme pour vrai, vous autres, c'est ça votre priorité. Là, vous dites, de toutes les choses qu'on pourrait mettre de l'avant, on va arrêter la sécession de bail pendant une crise du logement. Mais avant, il fallait qu'ils augmentent leur salaire aussi. Sure. Ouais. Oui, ça, c'est important. Ben oui, absolument. On vit pas dans Si le j'avais trou, le pouvoir de voter que d'augmenter mon salaire, tu sais. Chris. Tu penses que je le ferais À pas, moi? 30%, on le prendrait. On le prendrait Ouais, tous. Ouais, oui, ben, en se rendu là, anyway, on paye juste 500$ de loyer par mois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Juste 500? Non, mais c'est ça qu'ils Une pensent. épicerie de 40$. Exactement. Ah Oui, ouais, une épicerie de 40$ pour une famille de 3 personnes. Oui. Hey, faites des enfants. C'est Juste, genre un pot de margarine puis un pain. Là. Chris, man, des fois, je me pose des questions comment je réussis à vivre. Tu sais, j'achète des affaires en batch. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire dans une couple d'années. Là. Il va falloir qu'on élève nos propres poulets. Ça va être encore légal dans Rosemont dans une couple d'années? Je sais pas, mais il n'y aura plus de pizza délicieux en plus. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça, il n'y aura pas de pizza délicieux? Qu'est-ce qui arrive avec la Non, C'est fini. C'est fini, c'est vrai, la t'as pizza raison. délicieux, Ben. Ah, C'est man! discontinué au Canada. Ça va donc bien mal! On va mourir de faim. Calice, le futur devient de plus en plus bleak. Hey, guys, c'était pas du restaurant. C'était quoi? C'est ça. C'était Ben, c'est délicieux. délicieux. Ben, c'est pour ça que le monde, ils ont arrêté d'en acheter. S'ils arrêtaient pas de se tromper. Fait que là, on n'a plus de sauce sriracha. Non. Il y a une guerre contre les geeks en ce moment, je pense. Il y a quelqu'un qui mène une guerre contre les geeks. Ok, qui oui. veulent comme nous déprimer. Plus de sriracha, plus de délicieux. Guerre en il reste juste Ukraine. les ramen. Il y a Check du bien la smoke prochaine partout. affaire. Les ramen, man. Les c'est ramen ça. vont Ouais, disparaître. c'est ça. Oui, Là, ils on vont va être dans très la chers. merde. Ils vont être très chers. Oui. Pas le droit d'acheter des ramen à moins d'avoir un loyer de plus de 1700$ par mois. Les ramen, c'est pour la bourgeoisie. Laissez-nous nos ramen. C'est peut-être ça qui va faire que ça va chavirer de l'autre bord. C'est peut-être Les les ramen. ramen? Ouais. Je pense que C'est ça va les être- ramen, c'est la goutte qui va faire déborder le Je vase. sais pas, je vous pose la question. Avez-vous une idée de ce qui ferait que ça dépasse? Tu sais, là, la goutte qui fait dépasser, là. Ça Moi, c'est marche drôle plus. parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'a dépassé. Moi aussi, j'ai que là, l'impression- plus personne ne fait rien. Fait Ouais. que, Ouais, on a un gros cerne d'eau là, en dessous de la tasse qui est remplie à rebord. Moi, Je je sais pas. pense que c'est l'essence. Oui, l'essence, hein? Ouais. L'essence, le déplacement. Ouais. L'essence, là, ça, Tu sais quoi, ça c'est- devient trop cher. L'alcool. L'alcool, ça Mhm. serait le bout de la merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Les Canadiens. Ouais.
Les Canadiens, mettons. Ça, je sais pas. En tout cas. Hey, allons vers des trucs positifs, parce qu'il y a un truc positif qui s'en vient, Gauthier, puis je vais le plugger tout de suite en début d'émission, quoique tu en as parlé aussi la semaine dernière, mais Un petit peu. le 12 juin prochain, chez Arcade Montréal, ici même 21 à juin. Montréal. 21, excuse-moi, 12, c'est le lancement. C'est ça? Ouais. C'est la sortie en librairie. C'est ça. Donc, c'était aujourd'hui, ça. Ben oui, c'est ça, Benoît. Bravo. Ouais, T'inverses tes chiffres. C'est bon, c'est Ben. Donc, sorti en librairie aujourd'hui, mais lancement officiel le 21 juin chez Arcade Montréal, ici même sur l'île de Montréal, pendant que c'est encore abordable, à 19h, c'est le lancement de Turbo Kid, officiellement. L'intégrale qui sort chez Front Froid. Et on a un monsieur qui est à la tête de ça, s'il est devant nous, c'est Gauthier Langevin. Donc, qu'est-ce qui va être sur le menu, Gauthier, pour cette soirée? Ben, c'est une soirée de lancement un petit peu spéciale parce que, tu sais, on célèbre plusieurs années de la franchise Turbo Kid en même temps. Puis, en plus de lancer le livre, on voulait faire ça un petit peu comme une fête. Fait que, Ben va interviewer Jake, qui est l'illustrateur, puis la personne derrière les storyboards aussi du film. Mm-hmm. Et on va avoir la chance d'avoir Johan avec nous. Quand il passe, on le prend. Oui. Donc, il sera parmi nous pour la soirée. Et puis, il y a Outer Minds qui travaille sur le jeu vidéo du film qui va nous offrir... Je pense qu'il va y avoir 2 versions jouables du jeu. Donc, ce qu'on appelle des builds disponibles sur place. Ouais. Est-ce que c'est un événement qui va être privé ou tout le monde peut se joindre à l'événement, right? Tout le monde peut venir, sauf que ça va être... on a privatisé Arcade Montréal pour la soirée là, de 19h à 23h. Oh, quand même! Wow! 30 à peu près. Mm-hmm. Fait que pour toute la soirée, ceux qui... faut venir pour le lancement. Sure. Vous pouvez jouer là, à Street Fighter, là, sauf que ça serait le fun que vous achetiez l'album. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intégrale? Il y a les 2 premières histoires qui étaient disponibles chez Front Froid jadis. Ouais, il y a les 2 histoires que vous connaissez déjà, donc l'histoire de Apple puis l'histoire de Skeletron. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Puis on a 2 petites histoires qui avaient été publiées dans les issues américaines. Behemoth. Chez Behemoth. Et puis, il y a l'histoire de plus supplémentaire là, qui fait une 30aine de pages, tout en couleur, qui va être disponible en anglais avec les copies du jeu qui vont être livrées aux gens qui ont backé sur le Kickstarter. J'en fais partie. Oui, voilà. Donc, tu vas avoir 2 versions. Yes. Et c'est ça, on a traduit cette version-là en français pour l'ajouter à l'intégrale. Fait que vous avez, grosso modo, en plus d'un petit cahier de sketch, pas mal tout ce qui s'est publié, en forme de BD dans l'univers de Turbo. C'est une vraie de vraie intégrale. D'ailleurs, quand Jake est venu chez moi vendredi, il n'avait pas vu l'album physique encore. Il a vraiment réagi fort. J'y avais juste envoyé des photos, tu sais. Mais non, c'est ça, on n'a pas eu la chance de se voir encore. Fait qu'il n'y a même pas eu ses copies. Puis toi, t'en as une. Il m'a fait une belle dédicace de moi qui se fait déchirer le nez par Skeletron. Puis je suis le premier dédicacé par Jake pour une intégrale de Turbo Kid. Il faut que ça vale le coup là, quand c'est sa fête. Là. Ben oui, c'est ça. C'était ta fête. Fait que t'as eu droit à ça. Ben oui, c'est un beau petit cadeau à l'avance. Fait que ça s'en vient le 21 juin. Sinon, on a une autre date. Je jonglais avec l'idée de ne pas le plugger tout de suite, mais comme c'est l'été, comme les gens des fois écoutent le balado plus tard, là, dans la semaine, voire quelques semaines plus tard, je vais le plugger tout de suite. Donc, le jeudi 27 juillet, on a été invité par Juste pour rire pour enregistrer un épisode spécial d'1 heure des Mystérieux dans le cadre du festival. Et on va faire ça avec l'auteur Samuel Quentin, qui vient de sortir Shérif Junior chez Pow, les éditions Pow. Donc, un petit épisode, un petit quickie d'1 heure. Puis c'est ouvert à tous, ça va être gratuit, ça va être dans l'attente des podcasts, c'est un espace qui va être réservé à l'enregistrement de plusieurs podcasts durant le festival Juste pour rire. Je ne sais pas exactement c'est où, c'est sur l'esplanade de la Place des Arts, là. Je pense que c'est quand vous allez vers Maisonneuve, je vais avoir plus de détails par rapport à ça plus tard. Mais si vous voulez vous joindre à nous, ça va être cette journée-là. Il va y avoir Gauthier, il va être présent, Jake, Laurent, moi et Samuel Quentin qui a accepté notre invitation pour être là. Ça va être fou. J'ai tellement hâte. Ça va être vraiment cool. Peut-être pas aussi éclaté nécessairement que la 800e. On vous promet pas la même expérience, mais on va être avec un gars de talent. Puis si vous ne connaissez pas Samuel Quentin, allez acheter ses albums, Ville des Misérables, White Horse, Shérif Junior, le premier album est sorti. C'est un auteur incroyable qui a un parler... très keb, je sais pas comment dire. C'est très actuel, très, très notre génération.
Moi, je pense que je suis prêt à aller jusqu'à dire que c'est le meilleur dialoguiste qu'on ait au Québec en ce moment. Shit! Wow! C'est le meilleur artiste pour faire des dialogues. Excellent. Pour vrai, si vous ne connaissez pas son travail, là, allez jeter un coup d'œil, puis n'importe quoi. White Horse, Ville et Misérable, Shérif Junior. Yes. Puis il y a Fabienne Larouche. Ouais. Puis il y a Samuel Quentin. Pour les gens qui ne nous écoutent pas en direct sur Twitch, YouTube, là, Simon a mis sa main vraiment plus haute pour Samuel Quentin. Vraiment haut. C'est ça, exactement. Donc ça va être le jeudi 27 juillet. C'est la Maison Bonneville des dialoguistes. La maison, pourquoi la Maison Bonneville? Ben, tu sais, l'annonce, là. Elle vient préfabriquer. Elle fait tout. Ah oui, elle fait les normes. Les normes de construction, puis les normes Bonneville. Oui, c'est vrai. Oui, les normes Bonneville, oui, c'est ça. Tellement bien isolé que... Oui. Elle respire plus. Ah. Tout craque dedans. Ah ben, t'es pas venu chez nous encore parce que ça. Bon. Donc, ça, c'est le jeudi 27. On va vous en reparler à 17h. C'est gratuit. Entrevue avec Samuel Quentin. Bon, c'est les annonces que j'avais, messieurs. J'en ai fait. J'étais curieux de parler. Simon! OK, t'es curieux de parler. C'est toi qui vas parler. C'est moi qui va parler. Je vais revenir avec un speak pipe tantôt. C'est son podcast. C'est ça, le podcast au Québec. Faut que je parle. Bon, OK. Faut que tu parles. Fait que je vais vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Sure. C'est pas une c'est une moyenne semaine en termes d'intérêt, mais c'est une grosse semaine en termes de quantité. Y a-t-il moins de sorties durant l'été d'éditions spéciales que tu affectionnes particulièrement? En tout cas, cet été, oui. Il y en a moins. Je pense que à un moment donné... j'ai tout, là. Oui, à un moment donné, tu vas faire le tour puis tu vas juste retomber sur le nouveau médium qui va sortir, le cube de cristal qui va être le c'est ça, là. Faut pas que je rachète les films en Blu-ray qui sortent en 4K, là. Non, juste parce que... Tu dis ça, mais... C'est pas possible. Ça va arriver pour quelques exceptions, mais en général... Qu'est-ce qui te fait pencher? Qu'est-ce qui fait que tu vas acheter? La nostalgie? Oui, mais peut-être l'emballage. Ouais. Je pense le fait que c'est un outil de collection. Mettons la sortie de Roadhouse en 4K. Je l'ai Blu-ray là, de Roadhouse, mais là, ça, c'était juste trop beau pour que... C'est vrai que c'est sorti quand, ça? C'est sorti il y a une couple de mois? Une couple de mois. C'est encore disponible, ça. Moi, c'est un de mes films. J'adore Roadhouse. Ça ouais, mais c'est ça, en général, je suis quand même pas si pire pour pas trop acheter des affaires que j'ai déjà. Mais voilà. Par contre, quand ça sort, soit en Blu-ray ou en 4K, puis que j'ai juste en VHS, ben je vais peut-être le pogner, dépendamment si, évidemment, j'aime le film. Je suis pas je suis pas un complétiste en ça dans l'achetage de films. Tant que t'es pas un complotiste, ça va. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, revenons à nos moutons. Sure. Oh, le lien complotiste, oui. Bravo. Ouais. Coupe le c'est un vrai sol. Donc, en Blu-ray cette semaine, il y a un coffret qui s'appelle Shaw Brothers Classics Volume 1. Mais là, ça sort sur Shout Factory. Donc, il ne faut pas mélanger avec les deux coffrets qui sont sortis chez Arrow Video. Là, c'est Shout Factory qui sort un autre coffret de 11 films. J'ai pas fait de cross-reference pour voir s'il était sorti. Mais ça, tu sais, la publicité disait que la plupart des films font leur début en Blu-ray. Donc, j'imagine que c'est pas les mêmes qu'il y a sur les deux autres coffrets. Les Shaw Brothers, c'était les deux réalisateurs qui faisaient des films de kung-fu, c'est ça, dans les années 60-70? Ouais. Tu vois, j'avais même pas checké si c'était 2 frères ou genre 3 ou 4. Tu sais, dans ma tête, c'était comme plusieurs. Dans ma tête, il était 2. Il y a bien plus de chances qu'il soit 2. Ouais. Puis, ben, c'est ça, j'ai regardé un peu rapidement. Là, j'ai pas. Est-ce que vous voulez que je vous nomme les films? Ben, ça doit avoir une gang. Ben, il y en a 11. Fait que, il y a The Assassin, The Thundering Sword, The Golden Swallow, The Jade Raksha, The Bells of Death, The Sword of Swords, The Killer Darts, fait que tu sais, les dards. Ouais, les petits dards, là.
The Invincible Fist, Dragon Swamp, ça a l'air plus d'un série B cheap, The Flying Dagger et The Golden Sword. Donc, si ça vous dit quelque chose, tant mieux. Dans les special features... Excuse-moi, t'as-tu remarqué que l'affaire des dards, quand la personne la reçoit, ou le reçoit, on dirait qu'elle est tout le temps surprise? Tu sais, comme il y a vraiment une surprise dans son visage qui... c'est surprenant. C'est ça, ça fait mal en crise. Tu meurs. C'est stealth, là. C'est supposé d'être mais fait en cachette. La réaction m'a tout le temps fait rire. Tu sais, comme... En tout cas, peut-être juste moi. Puis dans les special features, vous avez des commentaires audio par des experts et des essayistes de films. Il y a des entrevues, des trailers. Mais un affaire qui m'intéresse, je pense que ça m'intéresse plus que le coffret. Là. Je pense que je vais essayer juste de trouver cette affaire-là. C'est une entrevue avec un traducteur de ces films-là. Donc, un Américain, ou en tout cas un anglophone, qui habite à Hong Kong et qui a traduit ou dubbé plusieurs de ces films-là. Puis, je sais pas, je serais curieux d'entendre parler de comment ça fonctionne, parce que c'est souvent les mêmes voix qu'on entend, fait que ça m'étonnerait pas que ça soit comme un gars qui a traduit tous ces films-là. Ouais. Donc, voilà, il y a ce coffret-là pour les intéressés. Sinon, si vous filez plus Mexique macabre, eh bien, je vous conseille le coffret Mexico macabre. Littéralement. C'est quoi ce que ça veut dire en français? C'est comme le Mexique macabre. Ah ouais, shit. Ouais. Comme le Mexique à l'Halloween. C'est ça. Ouais, ça pourrait être ça. Le titre complet, c'est Mexico Macabre. Four Sinister Tales from the Alameda Films Vault. Donc, il y a 4 films. Il y a Black Pit of Dr. M, The Witch's Mirror, The Brainiac et The Curse of the Crying Woman. C'est des films qui datent d'à peu près années 50-60. J'ai un Google Translate qui est un peu tout croche parce qu'il met les 4 films dans le même paragraphe. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Black Pit of Dr. M de Fernando Mendez voit un médecin conclure un pacte avec son collègue mourant afin d'apprendre les secrets de l'au-delà. Dans The Witch's Mirror de Chano Huerta, un meurtrier est tourmenté par le fantôme de sa femme décédée. Tandis que dans The Brainiac d'Ureta, c'est la même personne, The Brainiac réalisé par Chano Urueta, un film... Non, voyons... excusez, j'ai une attaque là. Ils sont 3-4 dans le même. Là, un noble exécuté pour nécromancie revient sous forme diabolique pour éradiquer la lignée de ses assassins en aspirant leur cervelle. Et enfin, dans The Curse of the Crying Woman de Raphaël Belladon, une jeune mariée visite le manoir gothique de sa tante où elle découvre qu'elle est la descendante de l'une des figures les plus terrifiantes du folklore mexicain. Donc, c'est ça. Si vous aimez le cinéma mexicain d'horreur des années 50, écoute, c'est pour vous autres, ça. Nice. La malédiction de la Llorona. La Corona. Parlant de Corona, j'ai une nouvelle là-dessus plus tard. Ah oui? Ouais. Puis il y a beaucoup d'extras parce que c'est une compagnie qui s'appelle Indicator / Powerhouse et qui je pense que majoritairement, ils sortent du stock en Europe, mais là, ils ont du stock à region free. Fait que nice. Tu peux l'écouter un peu partout. Et il y a beaucoup d'extras, dont un livre de 100 pages qui vient avec ça, qui vous parle de tous ces films-là. Fait que c'est ça. Et la même compagnie sort un autre coffret qui s'appelle From Hollywood to Heaven, The Lost and Saved Film of the Ormond Family. C'est présenté par Nicholas Winding Refn. Sure, c'est ce dude-là, oui. Ce gars-là.
ce que j'ai compris, c'est que, honnêtement, moi, c'est la première fois que j'entends parler de la Ormond Family, mais c'était un couple et leur enfant, donc June, Ron et Tim, qui viennent de Nashville et qui faisaient des films, soit les réalisaient ou les produisaient. Puis, le coffret a 13 films qui datent de entre 56 et 84. Donc, quand même, pas mal d'affaires. Et fait important dans leur histoire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ça allait bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont eu un accident d'avion. Et là, ils ont eu un éveil spirituel. Oh. Et là, ils ont commencé à faire des films pour te dire que si tu fais pas telle et telle affaire selon la religion, ben tu t'en vas en enfer. Fait que là, c'est ça. Bon. Et il y a des films comme The Burning Hell, puis The Believer's Heaven, puis en tout cas plein d'affaires. Puis j'ai juste checké pour le fun, tu sais, des scènes de The Burning Hell, puis là, c'est vraiment comme... écoute, tu doutes un peu de Dieu, puis là, tu pognes, souffres en enfer avec des larves d'en face. C'est ça, c'est des films très cheap, mais il y a comme un espèce de... comment dire, de soin pris dans la présentation de ces films-là, surtout avec ce coffret-là et cette compagnie-là. Et Nicholas Winding Refn, quand même, qui aime beaucoup l'archivage de vieux films. Parce qu'à un moment donné, il avait parti son propre site web qui était une plateforme de streaming avec certains films, mais aussi tu pouvais comme te promener puis aller lire bien la documentation sur les films. Je suis retourné sur le site, puis là, c'est genre juste la trame sonore de sa dernière affaire. C'est quoi le dernier truc qu'il a fait? Il me semble que ça fait longtemps. Champagne Supernova? Non, ça c'est Oasis. Copenhague, quelque chose. Là. Copenhagen Cowboy. C'est ça. Ouais, je t'approche. OK. Qui est très excellent. Ah, j'ai pas vu. Ah, bon. Mais Powerhouse, ça a l'air vraiment cool. J'aime ça qu'ils utilisent aussi les illustrations originales sur leur box set. Là. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un petit faible pour les histoires de vampires. OK. J'ai vu comme plein d'affaires. Mais c'était comme à la mode pendant un certain temps, les films de vampires. C'est comme les films de cowboys, ça a eu sa phase. Là. Ouais. Je sais que, il me semble que c'est eux qui ont sorti un coffret de Santo il n'y a pas si longtemps. Mais j'aime ça, là, quand ça prend soin du film et de tout ce qui l'entoure. Puis je sens vraiment que c'est une compagnie qui fait ça. Par respect, puis pas juste pour le freak show. Là. Ouais, c'est ça. Puis de l'importance historique dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma de ces films-là. Sinon, un autre film, c'est Witch Trap de 1989 qui sort sur MVD Rewind Collection. J'ai pas traduit, donc je vais vous le lire en anglais. Une première. Shit. Parapsychologists try to make an inn haunted by an evil witch's ghost safe for guests. Hey boy, avez-vous compris quelque chose? Non. Je pense que je comprenais plus quand tu traduisais dans Google Translate. Ouais, mais check, moi ce que je peux faire, c'est que pendant que je vous parle, moi je peux bien sûr écrire Google Translate puis aller le chercher. Sure. Parce que la technologie est faite comme ça, tu sais, Internet, tout ça. Puis donc quand tu parles, tu peux te rendre là, c'est ça. Puis je vous dirais que des parapsychologues tentent de rendre une auberge hantée par le fantôme d'une sorcière maléfique sûre pour les clients. Ah, OK, ouais. Je suis pas sûr qu'ils essaient de rendre l'hôtel hanté plus que d'essayer de la désanter, si je peux dire, mais... L'exerciser. Défantomiser. Ouais, c'est ça, ils disent Ghost Safe for Guests. Fait que... c'est ça. C'est réalisé par Kevin Teeney, qui a fait aussi Witchboard, qui était quand même intéressant, et Night of the Demons, qui était, ma foi, très proche. Ah ouais? Moi, j'ai pas aimé Night of the Demons. Attends, c'est lequel, ça? Night of the Demons, c'est pas celui dans la maison avec le clown? Je me mélange avec autre chose. Là. Avec le clown? Ouais, le clown dans la maison, je me mélange... Je me souviens pas qu'il y a une maison. Je me souviens qu'il y a comme... Non, ça c'est Ghost House. Ah, ok, excuse-moi, je les mélange. Et ça m'a vedette James W. Quinn, Linnea Quigley, Kathleen Bailey, Jodie Tatum, Rob Zapple et Jack W. Thompson.
Il me semble que depuis qu'on a parlé du film Quigley avec... comment l'acteur, là? Il se transforme en chien. On n'arrête pas d'entendre le mot Quigley depuis une couple de semaines. C'est juste moi qui... C'est ton algorithme. Ouais, mon algorithme suggère juste du Quigley, mais là, c'est il en parle. C'est plus parce que l'actrice qui s'appelle Linnea Quigley qui fait ces films-là. C'est ça. Puis de ce temps-ci, il y a beaucoup de Blu-ray avec elle. Fait que, voilà. Elle a peut-être son moment. Puis c'est ça, il y avait une version sur Vinegar Syndrome, mais je pense qu'elle est pas mal sold out. Fait que là, c'est maintenant sur MVD Rewind Collection. Et parlant de MVD Rewind Collection, il y a aussi le film Killzone de 1985. Et là, j'ai un cool translate. Un vétérinaire vietnamien en difficulté prend une photo lors d'un exercice d'entraînement dans un camp militaire de type survivalist et pense qu'il est de retour au Vietnam. Okay. Ouais. Il tue plusieurs membres du personnel qu'il pense être des Viet Cong. Okay. Les autres participants ont entrepris de le retrouver et de le capturer avant qu'il ne blesse ou ne tue quelqu'un d'autre. Cependant, le propriétaire du camp, qui sait qu'il aura des ennuis si la nouvelle de cet incident se répand, n'a pas l'intention de capturer l'homme. Il envisage de le tuer. Donc, c'est une version vietnamienne de Rambo. Un peu. En fait, oui et non. C'est un peu Rambo, en fait. C'est un peu Rambo, mais en fait, c'est réalisé et écrit par David A. Pryor, qui nous a offert le classique Deadly Prey. Et ça met en vedette Ted Pryor, qui jouait dans Deadly Prey, ainsi que Fritz Matthews, qui était dans Deadly Prey, et David James Campbell, qui était, je crois, dans Deadly Prey. Fait que vous voyez que c'est un peu Deadly Prey-esque, mais 2 ans avant. Un proto Deadly Play. Oui. Et vous vous souvenez de Alf? Oui, est-ce qu'il y a le retour sous forme de Blu-ray? Oh! Non. Oui, le film de 1996, Project Alf, sort en Blu-ray. Ça, c'est la suite, hein, c'est ça? Genre, ouais. Voici Google Translate, là. Il se présente aux élections, puis tout. Il y a 6 ans, l'extraterrestre Alf était sur le chemin du retour vers sa nouvelle maison. Lorsque l'Alien Task Force l'a finalement attrapé. Maintenant, l'histoire continue là où la série s'est terminée. Alf est maintenant protégé par l'Alien Task Force, mais le chef veut mettre fin à Alf. Alors, 2 officiers décident de sauver Alf en lui retirant Alf. OK. Bon. Mais c'est clair. Je comprends pas tout. Mais l'homme à qui les officiers ont amené Alf veut enfin révéler Alf au monde, ce qui l'amène à plus de danger. Il y a eu tellement de Alf dans ce paragraphe-là que En tout cas, c'est réalisé par Dick Lowry, qui a fait beaucoup de directs en vidéo de TV Movie. Puis c'est avec, entre autres, Michael Ferrer, Martin Sheen et... Martin Sheen? Ouais. Shit. Et Scott Michael Campbell. À ne pas mélanger avec David James Campbell, qui joue dans Killzone, que j'ai parlé juste avant. Il faut pas faire faut vraiment pas les mélanger, parce que si t'achètes le film selon le cast, puis là, tu fais comme, hey, je pensais que ça allait être des Viet Cong dans un camp, puis finalement, c'est Alf. Puis sinon, je veux juste mentionner que la cover est vraiment laide. Ça ressemble à quoi? Une grosse mascotte de Alf. T'as une grosse mascotte de Alf, puis Martin Sheen en militaire en arrière. Ils sont pas forcés. Sur un fond bleu pâle. Je sais que la série finissait sur un cliffhanger, mais j'ai entendu dire que le film aussi. Fait que ça fait genre depuis 96 que Alf est comme pogné dans... On n'a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, puis le gars qui est derrière Alf pousse Alf depuis 30 ans. C'est pas une joke, là. C'est vraiment motivé à ce que Alf poursuive dans... Je sais pas, quelle forme. Tu sais, je sais pas, peut-être en POG, là. Peut-être que la finale est dans les POG. Peut-être que l'histoire est racontée à travers les POG de Alf. Ça se peut. Ça peut être une façon de continuer l'histoire. Multimédia. Je veux juste mentionner aussi des sorties 4K. Il y a Time Bandit de... qui sort sur Criterion. J'ai eu un blanc. Il y a le film de Super Mario qui vient de sortir. Il y a le fun. Moi, j'ai aimé ça. Ouais. Puis, Benoît, il y a Star Trek Strange New World. En Blu-ray 4K qui s'en vient. J'aime beaucoup Strange New World. C'est le fun. Ouais.
C'est un petit peu trop Buffy-esque, ses côtés, là, dans le sens smartass dans les dialogues, mais sinon, c'est le fun. C'est un retour aux sources. Il y a Grindhouse qui fait de Lighthouse aussi. Oui. En 4K? Cette semaine, qui sort en DVD. J'ai jamais vu ce film-là, il paraît que c'est en très DVD? En Blu-ray. En Blu-ray, OK, ouais. DVD, c'est... ouais. Bon, merci Simon. C'est le film du gars qui a fait The Witcher. Oui, je sais. The Witch. Pas The Witcher. The Witch. Robert Eggers. Yes. C'est un bon réalisateur, ça. Merci Simon. Qu'est-ce que t'as, Gauthier? C'est du Diablo encore, là? Je reste dans les jeux vidéo, mais pas de Diablo cette semaine. J'ai décidé, parce que tu sais, j'ai un peu chié sur Ubisoft là, la dernière fois à cause du projet d'Assassin's Creed qui s'est jamais fait. Le projet de BD, ouais. Le projet de BD parce qu'ils n'ont pas fait de promo pour. Puis il n'a pas été financé, hein. C'est absolument aberrant, mais bon. Non, ça va peut-être sortir malgré tout aux États-Unis. Ah. Grâce à l'esprit d'entreprise du studio Lunac, mais je peux pas dire plus pour l'instant. Bon. Mais là, je me suis dit, je vais faire amende honorable. Aujourd'hui, c'était la présentation de Forward 2023 de Ubisoft. Ouais, je sais, je regarde. Dans le cadre du Summer Game Fest. C'était comme le dernier gros événement du Summer Game Fest qui est pas mal terminé. Là. Ouais, l'événement était jeudi ou vendredi. Je pense que c'est jeudi. Je l'ai écouté. Puis après, il y a eu des événements en ligne virtuelle qui étaient associés, mais qui étaient déconnectés des grandes annonces de jeudi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on comprend en fait que Ubisoft a intitulé ça Forward parce qu'ils ont vraiment besoin de regarder vers l'avant avec la dernière année financière qu'ils ont eue où ils ont reporté énormément de projets. Ça allait pas très bien là, pour Ubisoft. Ils ont coupé des embauches à cause de ça aussi. Hein. Il n'y a pas eu d'embauche dans certains départements, de ce que j'ai entendu dire, parce qu'il n'y a pas de jeu qui sortait cette année. L'action a vraiment été pris pour son rhume. Puis je pense en grande partie, c'était à cause de Assassin's Creed qui était pas prêt, puis Skull and Bones aussi qui était pas prêt, mais là, on nous avait promis deux grosses années 2023-2024, fait que j'étais quand même pas mal intrigué de savoir qu'est-ce qui était pour sortir. Il y a des jeux en développement depuis des années, je me demandais si c'était pour être annoncé ou cancellé. Il y a des choses qui m'ont pas super intéressé, mais j'ai eu d'autres vraiment belles surprises. Fait que je vais vous en parler un petit peu. Sure. Bon, moi, personnellement, le nouveau Just Dance en octobre 2023, ça m'intéresse pas, mais je comprends qu'il y a du monde qui trippe sur ce jeu-là, sur cette franchise. Ouais, bonne manière de faire de l'exercice, en ayant du fun. Ça peut être un jeu de party, cool. Je sais qu'il y a vraiment un attrait quand même. Il y a des adeptes de Just Dance depuis des années. Là. C'est comme les Guitar Hero, du monde qui ne joue que par ces jeux-là. Dance Revolution. Mais la grosse première annonce que j'attendais un peu avec une brique puis un fanal, c'était celle de Avatar Frontier of Pandora. Ah oui, ils font un jeu là-dessus, sur Avatar. Depuis des années, en fait, Ubisoft travaille avec James Cameron sur une adaptation en jeu vidéo de son univers Avatar. Il doit pas être facile. Ça a l'air compliqué. Puis tu sais, ça fait des années qu'en Comic-Con, ça avait été annoncé. Il y avait eu déjà des grosses dépenses de marketing de fait pour simplement annoncer le partenariat puis le jeu. Fait que c'est sûr qu'il fallait absolument que ça sorte bientôt. Et là, c'était, je pense, le dernier moment là, pour pouvoir l'annoncer. On a eu droit à un petit peu de gameplay, mais surtout un gros trailer puis une interview en diffusée avec James Cameron, évidemment. Ça sort le 7 décembre 2023. J'ai malheureusement vraiment eu l'impression de regarder Far Cry avec un skin bleu. Ah ouais? Ouais. C'est les mêmes tourné en Europe, finalement. C'est ça, il y a tourné en Europe de l'Est, finalement. Fait que c'est Far Cry avec des schtroumpfs, grandeur humaine qui ride des bébites qui volent. Fait que si vous aimez la franchise Far Cry, finalement c'est Far Cry dans un monde de science-fiction. Ça m'a fait un petit peu penser à Horizon Zero Dawn comme atmosphère. Qui était aussi inspiré beaucoup de Far Cry dans ses mécaniques. Là. Fait qu'on doit leur donner à Ubisoft. Là. Ça arrive deux autres en premier. Il y a eu de l'influence d'une part puis de l'autre. Il y a juste comme à titre d'exemple, tu as
l'arc avec la flèche qui explose. Là. Ouais. Ça, c'est là-dedans, ça aussi. En même temps, c'est un jeu 3A, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque. On prend une recette gagnante qui est Far Cry, on l'applique sur une grosse franchise super payante. Ça a dû coûter une fortune à faire. Ah ouais. Petite nouveauté, c'est contrairement justement à Far Cry, tu peux embarquer sur la bébite volante, puis te battre. Fait qu'il y a du combat aérien, si j'ai bien compris. Ça a l'air plus fast-pace. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, que ça va être libère une base pour pouvoir libérer une partie de la map, puis là, va acheter tes nouveaux skills, puis là, craft tes nouvelles armes, puis là, va attaquer une autre base pour libérer l'autre partie de la map. Moi, c'est ça que j'aime de Far Cry. Je me pète pas le basic. C'est ça que j'aime ça. Fait que tu sais, si vous aimez ça, en plus, ce qui est vraiment le fun, il y a un mode coop. Pour pouvoir jouer avec vos amis en ligne. Ça, je trouve ça vraiment le fun. On avait eu du plaisir sur Far Cry ensemble. Si jamais, tu sais, vous aimez l'univers de science-fiction de Avatar, je pense qu'ils vont quand même livrer la marchandise. Attendez-vous pas à genre de l'innovation. C'est un gros jeu 3A avec des graphiques cool. OK. C'est Massive, puis avec cette technologie Snowdrop qui avait été inventée pour The Division à l'époque. Ouais, Massive, c'est eux qui développent je pense qu'ils ont développé les 2 premiers Division, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une grosse sous-division d'Ubisoft suédoise qui habituellement fait vraiment du bon matériel. Ouais. Donc, moi, je leur fais confiance. Pour être honnête avec vous, j'ai quasiment été, par exemple, plus excité par X-Defiant. OK. Qui a l'air complètement débile. C'est un shooter free-to-play. C'est vraiment la réponse à Call of Duty de Ubisoft. Il y a une belle présentation de l'équipe aussi là, pendant l'event aujourd'hui. Ils ont mis de l'avant la communauté qui a testé dans les bêtas fermés. Puis c'est un jeu, un shooter arcade super, vraiment fast-pace où tu peux détruire tout l'environnement en tirant. Puis ça, c'est vraiment grâce aux nouvelles technologies développées par Ubisoft puis Unreal, puis aussi grâce au cloud computing, parce que tout ce qui est environnemental dans le jeu est hébergé sur les serveurs de Ubisoft. Donc, ça vous permet de accumuler vraiment plus de puissance de calcul pour modifier l'environnement en fonction des tirs. Puis, fait que je suis vraiment excité. Il va y avoir une nouvelle Open Battle 21-23 juin prochain. Chaque année, il va y avoir un nouveau Season Pass avec des nouvelles maps. Ça va être une machine à fric, cette affaire-là. Fait que, sincèrement, je pense qu'on peut comme... Juste avec X-Defiant, pour vrai, là, si Ubisoft se viande pas au niveau marketing, ils respectent la communauté, ils vont faire beaucoup d'argent juste avec ça, selon moi. Là. L'autre affaire qui m'a vraiment étonné, c'est le nouveau Prince of Persia. Ouais, qui a été annoncé durant le Game Fest, initialement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est une des annonces qu'ils ont faites pendant le Game Fest. Ça va paraître le 18 janvier 2024. On retourne au platformer d'origine. Ouais. Qui est vraiment pas une mauvaise idée, selon moi. On se distingue vraiment de la franchise Assassin's Creed. On va vraiment... Tu sais, le jeu là, de Mac, là, à l'époque, là, le jeu d'ordi, Prince of Persia, là, où genre c'était super tough pour juste jumper par-dessus un pit avec des pics. Ouais. C'est ça, mais beau. T'sais, plus arcade, par contre. Là, on s'entend qu'on a évolué depuis. Ouais, mais la difficulté d'origine semble être là. Oui, ça n'a pas l'air facile. Il y a une belle mécanique de time stop qui a été réintégrée au jeu. Je pense que c'était comme... Ça faisait partie d'un des vieux jeux. Moi, j'ai jamais joué à Prince of Persia. C'était pas une franchise qui m'attirait beaucoup. Mais oui, il y avait un des titres. Tu pouvais jouer avec il y a des mécaniques de temps là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme dans le 2. Quelque chose comme ça. Tu pouvais comme ralentir le temps. Bon, fait que on revient avec ça. Ça a l'air de permettre des combos vraiment fous. C'est un des jeux qui m'a le plus excité de la présentation, même si c'est comme... Tu vois que c'est le jeu qui a coûté probablement le moins cher à faire de toute la gang, là. Tu sais, graphiquement, c'est pas un jeu 3A, mais ça a vraiment l'air le fun. Fait que moi, c'est sûr que je vais le tester. Il y a d'autres annonces un peu weird, dont une qui s'appelle Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix. OK.
Black Dragon, qui était un genre de spin-off de Far Cry 3. Exact. Étrangement dans la même thématique que Turbo Kid, mais ça, je suis sûr que c'est un hasard. Ouais, c'est ça. C'est sûrement un hasard. Étrangement, c'est ça. C'est un DLC qui avait été fait pour Far Cry 3, qui était une espèce d'hommage aux fin des années 80, années 90, très néon. Ouais. Il va y avoir une série animée sur Netflix qui est un peu dans la même veine que Cyberpunk Edge Runner, que vous avez dans l'univers de Cyberpunk, mais là, c'est une espèce de série animée complètement fucked up. On n'a pas vraiment eu l'histoire dans le trailer. On a juste vu, à un moment donné, une grenouille assassin. J'étais comme, spécial. Fait que j'ai moi aussi, tu sais, comme ça a l'air complètement pété. On va voir. J'espère juste que ça sera pas comme une grosse pub pour juste tout du stock de Ubisoft, mais... En même temps, le jeu il est sorti il y a plus de 6 ans de ça. Là. Fait que je pense qu'on est... en termes de fenêtre de promotion pour le jeu comme tel, je pense que c'est passé depuis un bout. Là. Mais tu sais, une grenouille habillée en Assassin's Creed, pour vrai. Ah, elle est habillée en Assassin's Creed? Ok, ça, j'ai pas entendu. Ok. C'est un clin d'œil. Là. Ouais, c'est ça. On verra. Sinon, là, rapidement, là, Division Resurgence, qui est le prochain Division, ça ressemble exactement au 1 puis au 2. Ah, attends, j'ai pas vu ça passer. Moi, je suis un gros fan de Division. C'est le prochain titre? Moi aussi, c'est ça. Puis j'étais vraiment excité. On a le droit à un petit peu de gameplay, mais pour vrai, j'étais comme, c'est la même chose. C'est le même jeu. Ouais. Automne 2023. Okay. Donc, on va le voir assez rapidement. Holy shit, Skull and Bones, ça a l'air malade. Des beaux extraits de trailer en 3D, pas beaucoup de gameplay, par exemple. Ils ont comme... Tu sais, ils ont fait jouer un band, la tune du jeu, dans live, puis en arrière, il y avait des extraits du trailer, mais c'est même pas un trailer complet monté. Je suis comme... Pour vrai, guys, là? Ça ressemble vraiment comme... On n'avait pas fini de monter le trailer, fait que si on met un band live devant, on peut juste montrer des extraits, puis ça fait comme de l'ambiance. Pour vrai, j'ai été vraiment déçu. C'est un des gros titres qu'on attend depuis super longtemps. Tout le monde qui a joué à Assassin's Creed avec les bateaux veulent un jeu de bateaux, de pirates. Close beta 25-28 août, si vous voulez en apprendre plus. Allez pas, tu sais, vous n'allez rien apprendre de plus dans le live event de Ubisoft d'aujourd'hui. Fait que attendez la bêta pour voir si vous êtes capable de vous inscrire. The Crew Motorfest, c'est un nouveau The Crew. C'est un jeu de course. Si vous aimez les voitures, vous allez être servi. C'est la seule chose ça va être dispo le 14 septembre. La seule chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que la collection de voitures de vos versions précédentes vont pouvoir être téléchargeables dans le nouveau jeu. Respect. Assassin's Creed Nexus en VR. Pas de date de sortie. Disponible sur Meta. On sait pas. Bonne chance. Bonne chance. Assassin's Creed Codename Jade. C'est un free-to-play sur mobile. Donc, un pay-to-win. Pas de date de sortie. Ça aussi, ça va sûrement faire énormément d'argent si ça sort un jour. Assassin's Creed Mirage. 12 octobre prochain. Ouais, on revient aux sources. Là. On est un peu dans la même période du temps temporel que le premier. Ouais, hommage au premier jeu. On est comme dans un prequel. Beaucoup de gameplay pendant l'événement. Mais c'est vraiment juste un autre Assassin's Creed avec des petites nouvelles habilités. L'utilisation de leg pour faire de la reconnaissance. La possibilité de prévoir des combos d'attaque sont cool. C'est pas graphiquement très impressionnant pour un 3A. Considérant les nouveautés là, en ce moment qui sortent, là, qui utilisent le nouvel engin Unreal, là, j'ai vraiment pas été impressionné. Le UI a l'air super clean, par exemple. Bravo aux gens qui ont travaillé sur le UI. Super beau, super design. Assassin's Creed a comme la réputation de travailler sur d'avoir du bon UI, puis ils ont livré la marchandise. Peux-tu faire une shameless plug, parce que moi, j'ai techniquement un contrat d'1 an où je suis en ce moment, puis il va falloir éventuellement que je me trouve une job d'adulte. Quoique j'en ai eu beaucoup. Croyez-moi, j'en ai fait des affaires. Mais je suis intéressé par le UI. Fait que si vous êtes quelqu'un qui travaille... Ouais, pour vrai. Parce que j'ai déjà des compétences en graphisme, c'est que je pourrais transférer ça vers le UI.
C'est du job cool. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est du design. Quand j'étais chez Ubi comme testeur, puis j'ai aimé quand même mon temps chez Ubi, mais en tant que testeur, j'étais pas vraiment payé, puis j'avais 37 ans, là, j'avais pas comme 20 ans. Là. Fait qu'il a fallu que je quitte, c'était impossible. Il y avait pas cette... malheureusement, cette porte-là était pas ouverte. On l'a pas vu. Je suis allé voir quelqu'un, même des RH, puis c'était comme pas une possibilité. J'y avais même pas pensé. Mais si vous êtes quelqu'un qui travaille dans la RH, peut-être pas chez Ubi, mais ailleurs, écrivez-moi donc à ben@mystérieuxétonnant.com, là, parce que j'ai commencé à gratter, puis calé, c'est gros comme milieu, là, ça en est paralysant, mais ça m'intéresse. Si vous avez des pointers, écrivez-moi, ben@mystérieuxétonnant.com. Voilà, on a beaucoup de gamers qui nous écoutent, là, ou des développeurs, fait que je veux juste être certain que le message va passer. Ça serait très apprécié. Gros plus sur Assassin's Creed, en plus du UI, la musique est folle. Je sais pas si c'était juste pour le gameplay trailer, mais la musique était vraiment super bien timée sur l'action. Fait que j'espère que ça va être dans le jeu aussi. Parce que gros plus pour la qualité de l'immersion dans l'univers. Là. La musique est folle. As-tu Star Wars Outlaws? Et un instant, on nous réservait le clou du spectacle pour la fin. Star Wars Outlaws, guys. Tabarnak. Ça a été annoncé au Game Fest, mais on n'avait pas de game footage. Puis là, on en avait aujourd'hui. Je l'ai écouté 10 minutes là, de game footage. Yes. On a eu du gameplay. Puis, encore une fois, produit par Massive. Yes, moi, c'est ce qui me donne de confiance. Ouais. Deuxième gros coup de circuit de Massive. Open World qui prend place entre Empire Strike Back puis Return of the Jedi. Oh, c'est cool, ça. C'est un jeu de heist dans l'univers de Star Wars, guys. Tu joues une espèce d'émule de Han Solo avec une petite bébite là, qui ressemble un peu à Stitch de Lilo et Stitch. C'est vraiment Stitch de Lilo et Stitch, je suis désolé, mais tu peux y donner des ordres. Ils ont fait, shit, on a déjà un droïde dans Jedi Survivor puis Fallen Order, fait que qu'est-ce que ça peut être? Une bébite, ok, go. Ça a l'air fou. Ça a l'air bien. La mécanique de justement de ralentissement de temps est là aussi, un peu comme dans Red Dead Redemption. Oui, du Dead Eye. Ça rend l'action vraiment plus facile pour le joueur, mais c'est vraiment plus impressionnant comme les passes que tu peux faire. Les graphiques sont fous. Ouais, graphiquement, c'est impressionnant. Pour vrai, sérieux, 2024, on sait pas quand. On sait pas quand, puis c'est un des premiers titres qui a été annoncé depuis que EA a perdu son exclusivité sur le contrat des jeux de Star Wars. Et bon, il y en a eu quelques-uns, un bon jeu de Star Wars, mais ça a été 10 ans de stagnation. Là. On parle de beaucoup de jeux mobiles, puis quelques titres qui se sont démarqués, mais pas tant que ça non plus. Là. En 10 ans, on a eu quoi? Battlefront 1 et 2. On a eu Jedi Survivor, Jedi Fallen Order avant. Mais sinon, pas tant de jeux que ça. Fait que là, il est temps là, que les valves soient ouvertes. Puis moi, je suis bien content qu'une des premières compagnies, non seulement Ubisoft, mais comme tu l'as dit, Massive, moi, en étant amateur de Division 1 et 2, de savoir que c'est eux autres qui travaillent sur le jeu, j'étais comme, oh shit, on va être ailleurs. Là. Ça va faire du bien. Incroyable. C'est pas juste sur une planète. Tu peux aller dans l'espace. Yeah. Il y a des dogfights. T'atterris sur une autre planète. Tu fais un autre heist. Je suis super hype pour ce jeu-là. Je m'attendais. Je suis arrivé comme à l'événement en ligne de reculons. Je suis ressorti genre la gueule à terre. Fait que bravo. J'ai hâte. Je regarde des images, puis là, il y a le personnage avec une espèce de moto. Puis, c'est le personnage principal. Ah, c'est hot. Toi, tu l'as pas eu ta PlayStation finalement, Simon. Tu t'es acheté une Xbox ou tu vas peut-être jouer sur PC? Non, je n'ai rien acheté. Je vais acheter un PlayStation à un moment donné. Quand Spider-Man 2 va sortir, parce que la bande annonce, c'est belle dans ta barbe. Il y a Carl Picard qui demande dans le chat sur Facebook, croyez-vous qu'elle va rencontrer le personnage principal d'Outlaws, Dr. Aphra, qui est un personnage qui a été introduit dans les BD, que le monde aime beaucoup, un genre de Indiana Jones féminin, vraiment cool. Il paraît que sa série est très bonne, je ne l'ai pas lu encore. C'est possible. Regarde, ça se peut-tu dans le timeline? Oui. Je pense que oui. Hein? Oui, je pense que ça se peut. Puis Disney, depuis, tu sais, on s'entend, là, Disney, au niveau de la timeline, à part les 3 premiers films qui ont sorti, qui ont acheté la franchise, ils essaient de faire beaucoup de ponts et de liens parce qu'ils savent que les geeks de lore sont présents. Puis c'est ça qui vend maintenant, les univers consensuels. Fait que je serais pas surpris. Elle évolue un peu dans les mêmes milieux.
à tout moins une mention. Puis je t'avouerais que même le look du personnage fait très Dr. Aphra. Je pense qu'on n'a pas voulu l'emprisonner dans une storyline qui pourrait avoir des impacts sur le comic. Fait qu'on a pris un autre personnage. Ça, c'est une braconnière, là, au lieu d'une genre d'archéologue. Mais c'est très similaire dans son ton à Dr. Aphra. Fait que c'est open world. Ça. Yes. Ouais. Wow, yes. OK. Ouais. Okay. Fait que pour faire un résumé, là, Star Wars Outlaw, je capote. Je vais sûrement jouer à Division Resurgence parce que, comme Ben, je suis un sucker pour la série de ça. Division. J'adore ça, comme m'imaginer post-apocalypse. On sait-tu dans quelle ville ça va se passer? Tu l'as pas mentionné. Les deux premières, c'était New York puis Washington. Pas mentionné. C'est vraiment un tout petit tease. OK, ouais. Okay. Je vais sûrement... Saint-Émilie de l'énergie. Comment? Ça se passe à Saint-Émilie de l'énergie. À Delson. Cette-île. Ouais. Le nouveau Prince of Persia. Je vais sûrement jouer. Je vais essayer de m'inscrire à Skull and Bones pour le close beta avant de le précommander. Ça, c'est sûr, parce qu'on sait vraiment pas de quoi ça va avoir l'air. Puis, si jamais vous voulez jouer à Avatar Frontier of Pandora, je vais venir jouer chez vous. Nice. C'est pas mal ça. OK, merci Gauthier. Génial. Hey, moi, j'ai un SpeakPipe qui nous a été envoyé la semaine passée d'un auditeur qui s'appelle Sylvain. Alors, je vais vous faire jouer ça. Puis, il nous pose une question à développement assez intéressante. Écoutez bien. Hey, salut la gang. Je m'appelle Sylvain. Je vous écoute à toutes les fois qu'il y a un nouvel épisode. Je vous écoute depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. J'ai écouté des vieilles émissions. Puis, bref, je vous écoute dans le trafic pour aller travailler. Écoutez, j'ai une question pour vous autres. Puis, tu sais, moi, je suis un collectionneur. Puis, tu sais, quand j'achète, je suis pas capable de me débarrasser après. Puis, c'est la même chose avec les BD, puis les albums, que ce soit après ça, des albums de collection, des livres illustrés, bref. J'aimerais savoir, vous autres, comment vous gérez ça? Comment vous gérez votre inventaire de comics, de BD, de VHS, de DVD, par ordre alphabétique, en ordre de vos coups de cœur, ou ben non, à un moment donné, vous faites une rotation, qu'est-ce que vous aimez moins, vous le vendez, puis vous faites de la place, ou vous gardez tout. Bref, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Sur ce, continuez votre excellent travail. Écoutez, vous êtes épique, la gang. On vous adore. Bye! Merci, Sylvain. Merci, gentil. C'est une bonne question, ça. Yes. Tu veux y aller, Gauthier, en premier? Ouais, moi, je suis un peu... Moi, je suis un ancien libraire, hein, fait que je suis un peu anal là, pour ces affaires-là. Fait que, au niveau du classement, je classe ça par genre, puis après ça, pour les romans. Là. Oui. Puis par nom... par nom de famille d'auteur. Donc, tu y vas, mettons science-fiction A à Z. A à Z. Policier, polar A à Z. Roman français A à Z. Après ça, québécois A à Z. Puis j'ai une politique personnelle très stricte où si j'ai plus de place dans ma librairie, dans ma bibliothèque, je peux pas m'acheter une nouvelle bibliothèque. Oh wow! Fac. OK. T'as pas ce que Laurent Boutin a, par exemple. Non. Fait que si jamais j'ai plus de place, il faut qu'il y ait des affaires qui sortent. Fait que ça m'oblige à faire de la curation de ce que j'ai, puis de me poser quand même assez régulièrement la question, qu'est-ce que j'aime encore? Qu'est-ce que je veux relire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis au fil des ans, j'ai découvert que il y a plein d'affaires que genre... Tu sais, je le regarde après, puis je suis comme, ah non, je le lirai pas. Tu sais, finalement, c'était pas si bon que ça, avec les années qui passent, tu sais, puis le nouveau stock qui sort aussi, tu sais, ça nous amène à porter un regard différent sur ce qui a été fait déjà. Ouais. Fait que moi, c'est ça, c'est une activité que je fais, tu sais, une fois, mettons, par année et demie, 2 ans à peu près, là, tu sais, de juste comme, OK, là, j'ai plus de place, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je donne, c'est ça. Voilà. OK. Quand tu donnes ça à des amis ou tu donnes ça à des comme l'Armée du Salut ou ce genre de choses-là, ou Renaissance, par exemple? Je donne à des bibliothèques publiques ou à Renaissance. Est-ce que tu donnes ça dans les petites maisons où tu peux laisser des livres là, dans les quartiers? Les croque-livres. Les croque-livres. Il n'y a pas cette place. Ce serait un peu le bordel. C'est bon. Toi, Simon?
OK. Je vais, mettons pour les films, là, je vais par genre, par format. Fait que toutes mes VHS sont à la même place ou à peu près. Même dans les genres, j'ai des sous-genres que je vais mettre ensemble. Pas nécessairement en ordre alphabétique, là, ça dépend un peu comment je feel. OK. Il y a des sections que, tu sais, j'ai ma section Cynthia Rothrock, mais qui est dans ma section Action Hero, qui est proche de celle de Martial Arts. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Mais dans mes Blu-ray, il y en a beaucoup que j'ai classés par distributeur. Ouais. Surtout, tu sais, ceux que je parle souvent au show. Puis sinon, tu sais, comme à côté de moi, j'ai mon étagère horreur, mais là, il y a plusieurs formats. Fait qu'il y a Blu-ray et VHS. Puis sinon, pour les vinyles, là aussi, je vais par genre et par ordre alphabétique pas mal. Mais des fois, je pense que j'y vais par le prénom de la personne. Mm-hmm. Moi aussi, je fais ça. Parce que des fois, je sais pas. Des fois, ça ne tente pas de tout replacer. Là, fait que c'est ça. Quand tu as plus de place sur une tablette, là, il faut que tu décales tout. Ouais, c'est ça. Puis je me suis libraire, ça, les gars. Je me suis gardé de la place dans mon genre de club vidéo là, pour quand j'ai des ajouts à faire. Puis à date, ça va bien. Quand tu dis club vidéo, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai une pièce que c'est juste des VHS. C'est littéralement un club vidéo. Si tu t'es fait une salle, c'est juste comme un faux club vidéo? Ouais. Les rangées. Il n'y a pas... ouais, c'est ça. C'est arrangé pour... J'appelle ça mon club vidéo parce qu'il y a plein de vidéos. Ah, nice. OK. Tu veux-tu te faire une salle comme, tu sais, il y en a plein sur Instagram, du monde qui se font des fausses salles de faux... J'ai vu du monde qui avait fait des faux clubs vidéo chez eux, puis c'était hallucinant. Je suis pas à cette place pour ça. Ah, OK. Non, mais tu sais, juste mettre les petites pins là, avec du velcro, ça serait les petites pins à velcro. Si vous avez des petites pins à velcro pour Simon, ou si vous pouvez en printer, là, écrivez-moi à ben@mysterieutannant.com, on va y donner ça. Ça se fait. Puis, j'avais commencé un inventaire aussi de qu'est-ce que j'ai. Puis j'ai abandonné. Là. Ouais. Toi, t'as beaucoup de stock en termes de DVD, Blu-ray. Mais j'y allais par tablette, tu sais. Je me disais, OK, cette tablette-là, j'ai ça. Fait que, tu sais, là, je pouvais les écrire. Après, je pouvais rentrer... Ouais, dans Excel. Puis là, je pouvais rentrer des détails là-dedans. Mais à un moment donné, genre, j'ai tellement fait de changements que tout ce que j'avais écrit était plus bon. Fait qu'il faudrait que je recommence. Ouais. Tu pourrais faire ça dans Letterboxd, non? En partie, non? Tu penses? Ben, il me semble que tu peux toutes les rentrer, non? Tout ce que tu as vu, tu sais. Ah ben, ça, oui, mais... une catégorie, genre club vidéo. Ouais, c'est sûr. Il me semble. Je peux me faire une liste, en tout cas, mais ça manque de détails, des fois. Puis, des fois, il y a des films que j'ai qui ne sont pas sur Letterboxd. Ouais. C'est trouve ailleurs, nulle part. C'est toute ma section film éducatif aussi. Là, je peux pas rien faire. Je peux pas inscrire ça sur Letterboxd. Entraînez-vous avec Mitsu. Ouais, ils n'ont pas de code international. Non, c'est ça. C'est le fun de revoir Mitsu et de montrer ça. Tu te rappelles-tu? L'as-tu de ça? Ouais, d'après moi, ça y tente pas de parler de ça. Ouais, c'est bon. C'est une autre carrière qu'elle a dans le temps. Moi, je me considère plus comme collectionneur. Je pense que quand j'étais plus jeune, je collectionnais ou j'avais une compulsion à vouloir collectionner puis de posséder des affaires. Puis il y a une couple d'années de ça, cette chose chez moi m'a fait beaucoup peur parce que je me suis rendu compte que tu peux pas rassasier. Il y aura jamais un moment où je vais être comme le gars finalement dans Fight Club qui fait « Hey, ça sera jamais parfait. » là. Fait que, son condo Ikea. Exactement. Fait que ma politique à ce moment-là, c'est que j'ai fait un gros ménage. Puis j'ai encore cette politique-là, c'est que si je retombe sur des livres que je me souviens pas que j'avais, je m'en débarrasse. Soit je les donne, soit je les amène dans les petites cabanes, les croque-livres comme on parlait tantôt, ou soit je les donne à Renaissance. Je m'en débarrasse. Je les garde pas. Tandis qu'avant, je gardais tout. Maintenant, j'achète des trades juste pour suivre l'histoire. Puis c'est vrai que je pourrais juste suivre en numérique finalement rendu là. Mais on dirait que c'est comme psychologique. Je ne suis pas encore rendu à cette étape-là de ma vie.
Le plaisir de lecture, il n'est pas pareil. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Même si tu as une tablette, c'est pas du tout la même relation que tu as avec ton livre. Puis je me suis débarrassé de pratiquement tous les singles que j'avais il y a de ça plusieurs années, un peu à la même période. Et maintenant, c'est ça, je garde juste ce qui m'apporte. C'est très Marie Kondo, là, mais je garde ce qui m'apporte de la joie, puis de ce que je me souviens, là, puis les affaires-là. Mais sinon, j'essaie de donner des tu sais, à un moment donné, j'avais plein de livres de référence quand j'étudiais en art à l'université qui ne me servaient plus. Je les ai donnés à Julien Paris-Sorel, qui est auteur de BD, et Jake, puis d'autres amis. J'essaie de faire fitter genre mon don, si tu veux, au cadeau à la personne à qui je l'offre. Je peux juste me débarrasser du stock. Fait que je sais qu'il y a un petit fit qui se fait là. Puis, au niveau de mes livres, j'ai comme 2 grosses sections. J'ai mon non-fiction, donc ma section non-fiction, qui est beaucoup... t'as de la psychologie là-dedans, t'as des trucs un petit peu plus ésotériques, tous les livres de Christian Page que j'aime bien collectionner, ces choses-là. Puis là, j'y vais comme un peu comme Simon en ordre de le prénom, parce que je trouve ça moins compliqué. Puis t'as l'autre section, ben, c'est tout ce qui est roman, que ce soit des polars, la science-fiction. Puis là aussi, je vais par prénom, puis c'est parce que c'est pas compliqué. Puis j'ai comme une section pêle-mêle où est-ce que j'ai mes livres de Donjons et Dragons, des livres de référence informatique, d'autres trucs comme ça qui sont plus un petit peu plus pointus. Puis c'est comme ça que j'ai mon matériel. Puis sinon, j'avais une grosse collection de jeux de NES puis de Super NES il y a quelques années. J'ai revendu ça à Arcade Montréal. J'ai gardé juste ceux qui m'intéressaient. Fait que c'est rendu ça Puis même en ce moment, je trouve que j'ai trop de stock. T'sais, mon appart est parfait pour moi, j'en ai pas trop de matériel. Puis là, je change à m'acheter une nouvelle bibliothèque, mais ils ont doublé de prix. Fait que là, c'est ça qui me retient, mais éventuellement, j'en aurais besoin. Mais je collectionne pas. J'ai perdu, le stock qu'on voit en ce moment dans la version vidéo du show, c'est le stock qu'il y avait dans le studio dans le temps, au studio Lunac. Quand on s'est fait créer notre propre studio. C'est un décor. C'est un décor. Mais sinon, je ne collectionne plus de figurines, je collectionne plus de cartes. Je n'ai plus la fibre de la collection. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère à aller dans les Comic-Con maintenant. C'est que je nous vois juste comme des espèces de bébites à amasser des affaires. Puis ça a l'air super trop poussé, ce que je veux dire. Puis je vais être downer, là. Mais je vois juste la futilité de tout ça, puis ça m'angoisse. Fait que j'ai comme fait une coupure, puis je me suis dit, je garde juste ce qui me tente. Mais je suis pas parfait, j'ai un peu la même maladie que n'importe qui tripe ses BD puis ses livres. J'en achète, puis je les accumule sur une longue pile qui arrête pas de grossir, puis de temps en temps, de façon random, j'en prends un au milieu, puis là, je le lis. Cette pile-là, elle fait pas de sens. La pile. La pile. Ouais, c'est une palette bientôt. La pile, la pile à lire. Ouais. J'avais dit à un moment donné à Laurent, pourquoi est-ce qu'on fait ça? T'sais, on dit, on n'a rien à lire. On a tous une pile à lire. Il dit, Ben, c'est parce qu'on est malade. C'est pas bien. Voilà. Fait que c'est comme ça que j'ai mon truc. Fait que merci Sylvain. Si vous voulez nous envoyer une question comme Sylvain ou un commentaire, n'importe quoi, soyez pas gênés. L'adresse, c'est speakpipe.com/mystérieux E, donc SPEAK, pipe.com/mystérieux E, donc c'est mystérieux, après le X, il y a un E. De toute façon, l'adresse est disponible dans le descriptif de l'épisode, donc c'est là. Est-ce que tu avais autre chose, Simon? Oui, je peux vous parler de 2 films que j'ai vus cette semaine. Mm-hmm. Je vais commencer par un film un peu cheap qui s'appelle Shotgun. Shotgun. De 1989. C'est un... pour ceux qui ne connaissent pas, PM Entertainment, c'est la compagnie de Richard Pépin et de Joseph Méry. Yes. Eux ont commencé, il y avait un autre nom, je me souviens pas exactement c'était quoi, mais c'était plus des films shootés sur vidéo. Là, à un moment donné, ils ont décidé de mettre un petit peu plus d'efforts dans leur production, puis ils ont switché à la pellicule. Puis là, ce film-là, il est comme dans les balbutiements de cette époque-là. Fait que c'est pas encore ce qu'on connaît de Pépin Méry, tu sais, les explosions. Les grosses explosions, puis une couple de has-been qui font des films. C'est vraiment ça. Là, c'est ça. C'est un peu avant, mais quand même, le film a un certain charme. C'est l'histoire d'un duo de policiers qui sont très... ils se tiennent dans le red light de LA. Puis ils sont très, comment dire, c'est rare pour un film, là, mais tu sais, la vision de la prostitution dans le film est positive, ou en tout cas, ils vont voir les travailleuses du sexe, puis ils sont comme... comment dire...
ils sont pas encore en train de les buster tout le temps. Ils sont plus en train de... Ouais, c'est ça. Puis ils les connaissent. Puis... C'est un traitement bizarre. Ben, pas bizarre, mais étrange pour l'époque. Hein, c'est très moderne. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, évidemment, ça chie. Ça chie parce que c'est ça, c'est le duo de policiers doit combattre ou trouver en fait un gars qui tue des prostituées et qui se... T'as un gars qui les ramasse et là t'as un autre gars qui arrive avec un costume de gimp puis là il y a un fouet puis là évidemment tu comprends qu'est-ce qui va se passer. Et là ben ces policiers-là enquêtent et un des deux policiers ressemble à Boom Desjardins, si Boom Desjardins était un gars de 6 pieds, genre. Puis lui, ben, évidemment, c'est lui, Shotgun. Son nom complet, Shotgun Jones. Shotgun Jones vient chercher à chicane. Ouais, lui, ben, c'est ça. Lui, il est fru, puis tout. Puis à un moment donné, ben, évidemment, sa sœur est une travailleuse du sexe aussi, puis elle se fait tuer par le tueur masqué. Puis là, lui, ben, il vire fou. Il vire fou. En tout cas, il est en crise. Puis là, évidemment, la police peut pas rien faire. Fait que là, lui, il se fait mettre dehors la police pour comportement et action un peu déplacée. Puis là, il devient bounty hunter. Puis à la fin, il construit un tank. Il construit un tank? Ouais, il se fait aider par un ami, puis il rajoute comme des je sais pas, du chose pour des matériaux alentour de son char pour que ça soit comme protégé, comme si c'était un véhicule de Mad Max, comme un gros canon, puis tout ça. Comme le dude aux États-Unis qui a fait la même affaire autour d'un bulldozer, là. Il y a un gars qui a pété une coche dans une ville aux États-Unis il y a plusieurs années. Il y a un documentaire là-dessus dont le nom m'échappe sur Netflix, puis il a juste terrorisé une ville en roulant sur tout. Puis la police a shooté dessus, puis c'était impossible à... Fuck. C'était un tank, là. C'était complètement blindé. Là. Ben là, heureusement, notre Shotgun Jones, lui, ben, il utilise ça pour aller tirer sur des pimps et des politiciens et tout ça. Fait qu'il y a du ressentiment dans le sang. Ah oui. C'est comme la rage dans une cage. Je me dévore le corps. Puis, tu sais, le film, je vous en parle, puis il est un peu... Tu sais, il se passe pas énormément de stock. C'est pas, comme je disais, c'est pas une très grosse production explosive comme l'autre. Il y a quelques explosions, mais c'est surtout de la fusillade avec ben des squibs là, qui explosent. Puis, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que... ou marqué plutôt, c'est qu'il y a une tune thème. Puis là, j'ai écrit les paroles, mais je me souviens pas de l'air. Mais voici ce que ça a l'air. C'est Shotgun Jones, he's Daddy Justice. Shotgun, Daddy Justice. Puis on recommence. Fait que je trouvais ça étrange. What? J'aime ça quand que les tunes parlent de qu'est-ce qui se passe dans le film. Ouais. Ouais. C'est comme de l'exposition, mais en musique. Ouais. Puis en plus, ils disent pas grand-chose aussi. Mais c'est peut-être He's Deadly Justice, mais moi, j'entendais He's Daddy. Fait que, ça fait plus de sens, ça. Ouais, c'est ça. Le nom du film que je cherchais, c'est Killdozer, merci. Killdozer. Donc, voici pour Shotgun. Je vous le conseille. Ben, il y a Boom Desjardins dedans. Combien d'étoiles? 10 sur 10. Ça me surprend. C'est-à-dire 3.5. Et je suis allé au cinéma, guys. Shit. Qu'est-ce que je suis allé voir? Qu'est-ce que tu allé voir? Moi, je pense que tu allé voir Fast. Quelque chose. Tu l'as. Ah ouais. J'allais voir Fast X, le dernier. Il n'y a pas un autre sang. Non, ben, pas évidemment, il va en avoir d'autres, là, mais celui qui vient de sortir en salle. Fast X avec Jason Momoa et tout. Là, c'est dur. Je vais avoir de la misère d'en parler sans spoiler. Fait que je vais garder ça bref, là, mais écoutez, c'est un genre... Ce film-là challenge mes idées que j'ai par rapport au cinéma que j'aime. OK. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est cave, puis quand c'est
drôle. Et un peu cheap. Ouais. Là, c'est ça. Mm-hmm. Mais t'aimes pas ça. Ben non, mais j'ai adoré ça. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais en même temps, quand je dis ça, tout le monde va penser ah, OK, mais c'est un bon Fast and Furious. Puis non, c'est vraiment pas un bon film. Là. Il y a des raccourcis incroyables. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Moi, je pense que dans toute la franchise Fast and Furious, mon moment préféré, c'est quand The Rock pète son plâtre juste en forçant ses muscles puis en disant « Daddy's gotta go to work ». Fait que ça, c'est ton baseline. Ça, c'est comme le nec plus ultra de la série. Ouais, c'est comme l'affaire que je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais ça fait partie du spectacle. Fait que je veux le voir. Puis c'est drôle parce que c'est exagéré, tout ça. Là, c'est comme... Il n'y a rien qui se peut maintenant dans les films. Non, ils ont fait fuck off la physique. Hein? Oui, puis même là, je pense qu'ils ont trouvé moyen de jumper le shark encore plus. Surtout avec une scène de Jason Momoa où, sans trop spoiler, il parle à 2 cadavres. Puis comme s'il y avait une conversation normale. Puis ça, c'était comme... OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que le personnage de Jason Momoa est là, puis il est comme une espèce de... C'est l'antithèse de Vin Diesel. Tu sais, Vin Diesel, c'est une expression, une face, une voix, tout le temps habillé pareil. Il y a de la Corona. Oui, puis pas beaucoup de acting skills, je dirais. Pas son range est limité. Vin Diesel est correct, mais dans la franchise Fast and Furious, son personnage est très stoïque. Puis là, t'as Jason Momoa qui arrive flamboyant. T'as l'impression qu'il veut faire le Joker tellement qu'il est comme psychopathe, mais qu'aussi il a du fun. Puis, tu sais, c'est vraiment... Moi, ça a marché avec moi, mais je peux comprendre, il y a un hit or miss avec lui, avec sa performance. Mais... c'est tough à décrire parce que là, il y a tellement d'affaires que je veux vous dire puis je peux pas. Mais ouais, Jason Momoa est un point fort du film. Le reste, les poursuites qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, c'est réalisé par Louis Leterrier, qui a fait entre autres Incredible Hulk. Puis qui a fait d'autres affaires qu'on a oubliées. Puis là, il disait en entrevue qu'il voulait que ça soit groundé, puis je vous le dis, il a failé, là. C'est incroyable comment ça n'a pas de bon sens. Il y a un jeu de pinball avec des chars puis une boule à Rome. J'en dis pas plus. Quand vous allez le voir, vous allez catcher. OK. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que là, les films aussi deviennent un peu Christian-based. Ah non, pourquoi? Ben, parce que Vin Diesel, je sais pas. C'est pas un film de Born Again, là, mais je veux dire, il y a quand même... Là, on parle plus juste de la famille, on parle de la foi. Même si on répète à peu près 50 fois le mot famille, il y a genre 10 fois qu'on répète le mot fate. Parce qu'il y a une espèce de croix, là, son espèce de médaillon, là, si vous avez vu les films. Puis aussi, ben, tous les personnages qui peuvent mourir dans ce film-là, il n'y a aucun poids parce qu'il y en a plein d'autres qui reviennent. Fait que t'as beau... Je veux dire, c'est comme en comic book, là. Il annonce un personnage qui va mourir, là, on sait qu'il va revenir. Puis là, c'est un peu ça qui arrive dans ce film-là. Fait que il y a aucun... comment dire? Il n'y a pas d'accroche émotionnelle par rapport à ce qui se passe. Puis aussi, ben, c'est la première partie de 3, ce qu'on comprend. OK. Fait que il n'y a comme pas de fin au film. C'est comme un to be continued, mais sans que ça soit écrit. Sais-tu quand est-ce que le deuxième va sortir? On n'a aucune idée. OK.
Puis, tu sais, là, vu que The Rock est peut-être revenu dans la franchise, je te fais des clins d'œil. C'est peut-être réconcilié, c'est ça, peut-être? Ça se pourrait. Là, il parle peut-être d'un genre de side quell. Fait que là, ça serait qu'est-ce qui se passe pendant le Fast X, mais avec le personnage de The Rock, tu sais. Bon. C'est ça. Fait que, c'est ça. Écoutez, c'est cave. C'est pas le meilleur non plus. Je pense que le meilleur, c'est le 5, mais il est comme à un niveau qui est même pas ironique quand je dis ça. Tu sais, il y a de la bonne action et tout ça. Là, on tombe dans les meilleurs, mais dans l'ironie que moi j'aime. Je veux dire, c'est dans poche. Le postmodernisme. Mais ouais, ok. Puis, ouais, fait que je le conseille, mais si vous êtes fan de la franchise, attendez-vous pas à quelque chose de bon qui va vous amener ce que vous voulez, mais ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez juste des chars qui revolent puis des affaires de même, c'est correct, mais pour l'histoire et les sauts scénaristiques, je pense que c'est un des pires. Rendu là, man, tu commences pas la franchise de Fast and Furious avec le 10e, là. Je pense non, c'est ça. C'est comme finir avec... C'est comme commencer Endgame. Tu peux pas... Tu peux pas faire ça. C'est vraiment... Je trouve que c'est le Infinity War du Fast and Furious verse, parce que, tu sais, nos héros, ils ont de la misère, puis ils sont tous séparés aussi. Fait qu'ils vont revenir éventuellement pour se rencontrer. C'est ça. Puis on parle beaucoup du méchant, comme on parle beaucoup de Thanos. Puis écoute, c'est des super-héros avec des chars. Ben, ça, on l'a dit depuis longtemps que les Fast and Furious, ils ont donné aux amateurs de chars c'est une gateway drug vers des films de super-héros. Là. C'est assumé pleinement depuis très longtemps que c'est des codes de super-héros. Ouais, puis là, je vais faire un petit spoiler, donc avancer 30 secondes pour ceux qui ne le veulent pas, mais à la fin, Dom et son enfant sont dans leur voiture, il y a une explosion et le feu commence à rentrer dans le char et là, il y a une caméra qui se promène puis qui fait un zoom genre sur, entre autres, la croix de Vin Diesel et son bras. Donc, on voit son bras en CGI qui pèse sur le bouton du NAS. Puis là, la caméra passe dans les tuyaux. Puis là, le char, il revole. Mais cette séquence-là, c'est quasiment... je pense c'est peut-être ma deuxième séquence préférée après Daddy's Gotta Go to Work, mais c'est vraiment lettre, là. C'est cave, là. Mais c'est surprenant qu'il n'ait pas fait un jeu vidéo encore de ça. Ouais, ça c'est vrai. Parce que rendu là, je pense qu'il y en a fait genre sur PlayStation 2 puis ça n'a juste pas fonctionné ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y en a, mais ça doit sûrement être juste des genres de courses normales. Ouais, c'est ça. Là, il faut que tu fasses des missions, puis il faut que tu revoles, puis tu joues au pinball avec une bombe. Là. Nice. Merci Simon. Ça fait plaisir. Gauthier. Petite nouvelle de Diablo 4. Bon, je pensais que t'en avais pas. Non, c'est simplement pour dire que le premier, sûrement qu'il y en a déjà plus maintenant, mais le premier joueur à avoir atteint les niveaux 100 hardcore, c'est arrivé. Oui. Quelques jours après. Dernière. Oui, c'est ça. Donc, Woody Joe, qui est le premier à avoir fait passer le niveau 100 avec un Rogue. Bravo. Bravo, Woody. Bravo, Woody. Ça va être un petit peu plus difficile à faire maintenant, étant donné qu'il y a eu beaucoup de nerfs dans les donjons qui reset. Bonne chance à tous. Moi, je suis pas rendu là. Excuse-moi, mais c'est quoi tes nerfs déjà? Les guns de mousse? C'est quand tu... c'est à ça que je pensais, mais je pense que c'est pas ça. Ça a rapport parce que c'est comme... nerf, ça veut dire enrobé de mousse. Donc, pour pas faire mal. Fait que c'est comme de réduire la puissance de quelque chose. OK. Ouais. Moi, c'est l'inverse de buffer. Buffer, OK. Mais là, tu continues à jouer. Ouais. OK. Parce que il y a du monde qui se pose la question si tu avais continué. Ouais. J'essaie de monter un nécromancien parce que c'est supposé être la classe la plus chiante à jouer endgame. Fait que j'essaye de me rendre le plus loin possible. À date, ça va bien. Je suis niveau 53. Puis j'ai réussi quand même à tirer mon épingle du jeu à date. Excellent. Super. Merci.
Merci Gauthier. Moi, j'ai des petits trucs liés au comic book. Ça a l'air qu'on parle de comic book des fois à l'émission. Je sais pas si vous avez remarqué. Ben ouais, ça arrive de temps en temps. Commencer par le truc un petit peu plus bonbon, quoique les deux s'apparentent un peu. Quand Disney a acheté 20th Century Fox et c'est devenu 20th Century Studios, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, ça va faire presque un an. C'est ce qui explique que vous allez trouver sur Disney+, des franchises telles que Alien, X-Files, Predator. Donc, juste pour être sûr là, que le monde comprenne, c'est surprenant à quel point les gens ont comme... C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a un gros studio comme Disney qui a acheté celui de Fox, mais c'est arrivé, puis ils l'ont absorbé. Et c'est pour ça que vous trouvez des films de 20th Century Studios sur Disney+. Ils ont aussi absorbé donc toute leur franchise, les droits, et il y a des comic books qui éventuellement ont commencé à être publiés de Predator, d'Alien, et Marvel les a publiés pendant un certain temps. Il n'y a jamais eu de crossover à proprement dit entre les personnages de Predator et par exemple, des personnages de Marvel. Il y a eu des couvertures alternatives où est-ce qu'on les voyait, puis représentés, où ils s'affrontaient, mais il n'y a jamais eu de rencontre canonique. Et là, toutes les propriétés qui étaient publiées chez Marvel vont rejoindre une étiquette qui s'appelle 20th Century Studios, tout simplement, qui va faire du comic book. Et là, 20th Century Studios et Marvel Comics, qui est essentiellement la même compagnie, vont faire un crossover, finalement, entre Predator et qui d'autre que Wolverine pour faire des bidous. Si t'es pour faire affronter n'importe qui à un Predator, ben moi, je mettrais mon argent sur Wolverine. Un Predator qui appartient de la race des Yoja. Vous aurez appris ça aujourd'hui, les amis. Y-A-U-T-J-A. Ouais, c'est ça. Il y a différentes familles de Predators? C'est pas... si t'as écouté The Predators, tu te rends compte qu'il y a comme des castes, mais la race comme telle des Predators s'appelle les Yoja. Ouais. Donc, ça va être publié en septembre, le 20 septembre prochain, et c'est l'auteur actuel de Wolverine qui va écrire la rencontre. Benjamin Percy, que je pense que Simon, tu aimes bien sa série actuelle. Est-ce qu'on sait si c'est Logan ou Laura? Ben c'est ça, je pense qu'on va voir plusieurs... Non, c'est vraiment Wolverine, Logan. Puisque l'aventure va se passer au travers de plusieurs années. Donc, on sait que Logan a le pouvoir de se régénérer. Ouais. Donc, ça va être sur plusieurs années. C'est une mini-série de 4 numéros. Et donc, ça va sortir en septembre prochain. On reste dans les grosses franchises style connu des années 80 que nous autres, notre génération ne veut pas laisser mourir parce qu'on est des enfants adultes. C'est bien correct. X-Files. Non, pas X-Files. Quoique X-Files a eu un retour qui était préparé par Ryan Coogler. Il y a une couple de semaines de ça, on en avait parlé. Il est en train de développer une nouvelle série des X-Files, mais on n'en sait pas plus. En novembre 2021, Bleeding Cool, qui est un site qui rapporte beaucoup de nouvelles liées à la pop culture, mais beaucoup le comic book, rapportait que IDW Publishing perdait les droits de 2 de ses grosses franchises. On parle de G.I. Joe et Transformers. Pendant des années, G.I. Joe et Transformers étaient publiés par IDW Publishing. Et on m'a dit que les 2 cycles de Transformers de IDW Publishing étaient quand même excellents. Commençaient plutôt lent, mais que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ils ont beaucoup joué avec le canon puis la mythologie. Donc, IDW perd les droits. Et c'est Robert Kirkman, avec son étiquette Skybound, qui récupère la franchise, non seulement de Transformers, mais aussi de G.I. Joe. Et Skybound, qui est une étiquette de Image Comics sous laquelle Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead, peut créer ses propres petits trucs, avoir ses propres initiatives et sa prochaine initiative de grande envergure. C'est un univers consensuel de Transformers et de G.I. Joe qui s'appelle The Energon Universe. Donc, ça va être tout croisé. Ils ont l'air à vouloir vraiment intégrer les deux. Il y a déjà eu des crossovers de G.I. Joe et Transformers par le passé chez Dreamwave Comics dans les années début 2000. Il y en a aussi chez IDW Publishing, mais habituellement, c'est des trucs qui sont pas plus ou moins canon. Là, ça va être le même univers. Donc, le premier titre de Transformers va être disponible à partir de octobre. Ça va s'appeler tout simplement Transformers. Duke, qui est comme un des personnages de G.I. Joe, numéro 1, va sortir en décembre. Et Cobra Commander, le 1er janvier. Cette semaine, le premier numéro du Energon Universe sort. Ça s'appelle Void Rivals. C'est pour mettre un peu les bases de ce que sera cet univers-là. Et ça va être parrainé par Robert Kirkman, Matthew Lopes et Lorenzo Del Felici. On m'a demandé si Robert Kirkman allait écrire tout. Non, il va probablement juste parrainer. Là. Un peu ce que Hickman a fait quand il a quitté aussi les X-Men, c'est qu'il avait mis les bases, puis après, il est parti sur d'autres projets. Je suis assez intrigué d'une franchise aussi, je ne suis pas méchant ce que je veux dire, mais bonbon comme Transformers puis G.I. Joe, entre les mains d'un créateur comme Robert Kirkman puis Skybound. Donc, je suis quand même assez excité par tout ça. Bien curieux.
Donc ça s'en vient dans les prochains mois. Et ça ne suivra pas la continuité d'IDW. On repart à zéro. Donc, comme ils font habituellement quand les droits passent d'une compagnie à l'autre. Moi, c'est pas mal ce que j'avais. Un petit truc pour Simon avant peut-être de faire le tour, à moins que vous ayez d'autres nouvelles, là, messieurs. Moi, je veux juste dire qu'il y a aussi la nouvelle série de Jonathan Hickman on sait le titre. C'est quoi finalement? Ça va s'appeler Gods, mais G.O.D.S. Oh. Puis sur l'image, il y a Doctor Strange, mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Wynn, que je ne connais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça va être plusieurs nouveaux personnages. Puis là, j'ai pas lu ce que c'était, parce que je vais pas faire ça pendant le show, mais ça va sortir éventuellement. Intriguant, mais je me demandais, depuis un bout, on savait que Doctor Strange allait être là, mais c'était peut-être lié au pouvoir cosmique de Marvel. Ouais. Là, on joue dans la mythologie et les dieux chez Marvel. Go for it. Puis, je conseillerais le dernier épisode de Cerebro parce que Jonathan Hickman est invité. Ah, il est présent? Puis, il parle beaucoup de Krakoa, puis c'était quoi qu'il voulait faire, puis blablabla. Sur le Discord, il parle. Il y a du monde qui ont commencé à. Il y a plusieurs personnes qui suivent ta lecture de l'univers Krakoa, des X-Men. Puis ça a l'air que. Puis Cerebro, ta suggestion, il y a des gens qui l'écoutent aussi, qui est un podcast dédié aux X-Men, surtout la diversité sexuelle dans les X-Men, parce que Dieu sait que ce monde-là, il faut. Ouais. Mais parce que c'est un soap opera, les X-Men. Mais ça a l'air que le dernier épisode sur Apocalypse, c'est genre 18 heures. Non, c'est celui d'avant sur Madeleine Pryor. 18 heures, Madeleine Pryor. Ouais. C'est en 5 parties, je pense. Ils ont fait ça sur 2-3 soirs. Puis, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais je pense qu'ils se sont... ça aurait pu être plus court, mais je pense qu'ils se sont donné du fun à analyser quasiment... en tout cas, surtout pour la run de Curse Claremont, là, toutes les cases où elle est. Fait que ils lisent le dialogue, ils parlent des cases et tout ça. Fait que ça rentre bien des détails, mais c'est vraiment le fun. Mais celui sur Apocalypse avec Jonathan Hickman, ça dure genre 4 heures. Nice. Ah, cool, je vais aller m'abonner à ça. C'est intéressant. Toi, Gauthier, te reste-tu quelque chose? Non, mais j'ai vu sa Void Rivals, ça m'intrigue vraiment parce que Lorenzo Di Felici, c'est tout un artiste quand même. Fait que je suis comme vraiment intrigué. Ouais, Skybound a fait a publié des titres par le passé, mais rien de, je vais pas dire d'ampleur, mais rien de cette tranche-là. Là, on est vraiment dans l'appropriation d'une brand, d'une franchise. Ouais. Juste pour un peu élaborer sur ce que je disais tantôt, puis peut-être qu'il y a des gens qui pourraient m'écrire pour me dire ce qu'il y en est, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent Les Mystérieux qui lisent ou qui lisaient la run de Transformers du côté d'IDW. On est vraiment allé dans le concept de caste sociale. Dans l'idée aussi, même il y a des personnages trans dans les Transformers éventuellement qui ont été introduits. L'idée que Megatron, qui est l'antagoniste des années 80 par excellence, a switché de bord, il est devenu plutôt quelqu'un qui voulait réunir il y a eu des idées de politique, de faction. On a vraiment élaboré pendant longtemps l'univers des Transformers, puis ça a duré plusieurs années. Ils ont crissé tout le monde à la porte. Puis ils ont rebooté ça, puis finalement, ils ont perdu les droits. Fait que si laissez-vous pas avoir par la façon qu'ils brandent leur grosse édition, leur collection, il y a la phase 1 des Transformers, il y a la phase 2, où est-ce que il y a comme une coupure. Je ne dirais pas pourquoi, allez voir. La phase 3 n'appartient pas à la même continuité. C'est là où ils ont perdu les droits. À ma connaissance, c'est ce que j'en comprends. Okay. Mais oui, de développer un univers comme ça dans les mains de Kirkman, il me semble qu'il y a du crise de potentiel pareil. Là. Ouais. Du bon potentiel. Moi, j'avais un dernier truc, puis ça va peut-être plaire à Simon, quoique nous autres, on n'ira pas vraiment le droit, mais il y a un autre Simon sur le Discord, qui est un gars qui trippe bien sur les talk shows, avec qui j'ai des bonnes discussions, parce que moi aussi, je suis un amateur de talk show, un amateur aussi de Conan O'Brien, comme nous, comme Simon et moi, m'a envoyé cette nouvelle-là la semaine passée. Il y a Samsung qui vient d'annoncer un partenariat avec Conan pour diffuser exclusivement sur les télés Samsung, les Samsung TV, sur les Samsung Smart TV, son show Conan, qui a été diffusé pendant plusieurs années sur TBS, parce que une des clauses de l'entente avec TBS, c'est qu'il pouvait garder les droits de la série. Donc, lui, il peut faire ce qu'il veut avec ce matériel-là. Mais il va y avoir des meilleurs moments édités en segments de 30 minutes sur les Samsung Smart TV et les Samsung Galaxy Phone, sur un autre Christie de service qui s'appelle Samsung TV Plus.
C'est gratuit, ça. C'est gratuit. C'est avec des... C'est une TV Samsung. C'est une TV Samsung. Ou sur Plex. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a des pubs. Donc ça, c'est une manière de pouvoir payer justement votre abonnement. Lui, par contre, il a essayé, Simon, puis il me disait que ce n'était pas disponible au Canada, la chaîne Conan. Non, c'est ça, je l'ai pas vu. D'après moi, à un moment donné, ça va apparaître, mais ça va peut-être prendre plus de temps. Mais tu sais, il y a... VPN. C'est ça, ouais, il y a ça. Mais tu sais, il y a des postes qui diffusent juste du Johnny Carson aussi, puis j'aime bien le poste Baywatch. Oui, c'est moi qui te l'avais dit, là, que c'était rendu en exclusivité sur Pluto TV. Ouais, c'est juste 24 heures sur 24 du Baywatch. Ah, ben, mais ça joue encore sur Plex? Samsung TV+. Ah, ouais, okay. Sur Plex aussi. T'as-tu une Samsung? C'est pour ça que tu le sais? Ouais. OK. C'est là que je suis tombé là-dessus la première fois. Puis, t'as fait le saut? Je suis comme fait, oh shit, nice. Juste du Baywatch. Fait que, ben, c'est une bonne idée. Je trouve ça juste plate que c'est derrière un genre de paywall, puis on n'y aura pas accès. Un peu comme la chaîne radio de Conan, qui a un paywall, qui est la radio satellite, il faut payer par mois. Son podcast reste malgré tout accessible et disponible et gratuit, mais bon, c'est un petit peu dommage. Mais ça suit un peu la tendance que Conan a depuis plusieurs années, d'associer à des trucs qui sont fermés pour aller générer du revenu. Il y a cette vision-là, c'est son approche. Il n'y avait plus l'appui d'un gros réseau comme MDBC, fait qu'il s'est mis à être associé, lié à des trucs vraiment, vraiment de niche qui peuvent payer. Puis c'est ça. C'est ça, le contenu d'aujourd'hui, il faut que tu le payes. Ou tu le pirates, mais tu le payes habituellement. Fait que lui, il s'associe à ça. Fait que bravo Conan. Au moins, il va être là pendant un bout. Puis il a annoncé son nouveau show de voyage qui est essentiellement Conan Without Borders, mais qui a de l'air d'être juste revampé qu'un nouveau titre. Moi, je veux voir c'est quoi son prochain talk show. Fait genre 3 ans. Qu'il va en avoir un. Moi, j'ai l'impression qu'il a abandonné l'idée. Moi, je pense que c'est... je sais pas si tu as entendu dans son podcast, mais à un moment donné, il a dit que les journalistes ont dit que c'était un show de variété, puis lui, il a jamais dit que ça allait être ça. Ah! Puis j'ai l'impression que ce qu'il a fait, c'est son show de voyage. C'est le voyage qui s'en vient. C'est ça. La façon qu'il vendait, par contre, il semble qu'il disait que c'était 2 choses différentes. Ah, ok, ça, j'ai pas vu ça. En tout cas, peut-être éventuellement. Le gars, il est encore créatif puis super actif. Fait que... Mais pour vrai, il est vraiment le fun dans le cadre de son podcast. Puis, si vous écoutez, c'est vraiment un très, très bon show. Mais j'aimerais ça le revoir à la TV. Mais ça, c'est juste moi. C'est tout ce que j'avais, messieurs. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va devoir parler anyway de la BD, fait qu'on va se laisser un petit peu de temps. Yes! Juste avant, on va plugger notre Patreon. C'est ce qui permet de garder les lumières allumées. Merci à tous ceux et celles qui ont continué à contribuer au Patreon, malgré le fait que pendant quelques semaines, il n'y a pas eu de contenu exclusif. Il y a eu une question d'horaire, puis aussi Rémi est allé à Cannes, comme un big shot. Il est en train d'éditer sa série qui va être disponible sur Frisson TV, qui s'en vient en octobre ou à l'automne prochain. Mais on est supposé reprendre les enregistrements de Bifurcation, qui est le podcast que vous avez exclusivement quand vous donnez au Patreon. Et on va continuer notre cycle dédié à Lynch. Puis on a 2 gros morceaux, parce qu'un des deux gros morceaux, c'est le pilote de la série Twin Peaks. On s'est dit, on fera pas la série Twin Peaks, mais on va faire au moins le pilote, qui est à peu près 1h30, un peu comme un téléfilm. Donc ça, c'est ce que vous avez en exclusivité quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. Vous avez également une exclusivité à l'avance Terre humaine chez Isidore, qui a des adeptes. C'est brun, c'est long, c'est dol, mais il y a du monde qui écoute ça et qui aime ça. Le podcast n'est pas dol. Non, le podcast n'est pas dol. La série est particulière, disons. Et vous permettez aussi de faire en sorte qu'on produit les autres shows des Mystérieux, dont Noël chez Isidore et Terre Kaiju. Allez sur mystérieuxétonnants.com, en haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Vous pouvez donner ça pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêtez quand vous voulez. C'est super simple. Sinon, vous pouvez nous appuyer en parlant du podcast, en le partageant, en donnant un petit 5 étoiles partout, sur les plateformes Spotify, le prend, iTunes. Puis peut-être un moment donné, on va être invité à, je sais pas, moi, Coupe ouvert. On n'est jamais invité nulle part, nous autres. Ça fait juste 16 ans, 17 ans qu'on est là, on n'est jamais invité nulle part. Non, juste pour rire. C'est juste pour rire. C'est quand même pas mal nice. Puis Festival BD Montréal. Puis en échange, vous avez aussi un accès au Discord des Mystérieux Étonnants, où est-ce que durant la semaine, les gens ont comme une activité sur le web, mais qui n'est pas destructive. C'est le fun. Oui, c'est ça se peut. Ça se peut. On écoute des films, on échange des articles, on se partage des nouvelles, c'est vraiment cool. Puis le dimanche, on écoute de la lutte. On est disponible partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Après 300, on ne peut pas toutes les mettre, fait qu'ils sont sur le site. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com. On prend une petite pause, on revient dans quelques instants avec Exterminators. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va parler maintenant du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Exterminators, de Lee Williams et Carlos Gomez. Et c'est Simon qui va nous la présenter. C'était une suggestion d'ailleurs de Simon.
Oui, une lecture que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire. À lire. Donc, oui, c'est l'histoire. C'est Dazzler qui crisse son chum là parce qu'il l'a trompé. Puis là, elle décide d'inviter ses amis à aller prendre un coup dans un genre de bar cheap. Fait qu'elle invite Jubilee qui demande à Boom Boom. Fait que là, ils s'en vont se saouler un peu. Puis là, finalement, ils se font prendre ou kidnapper, ou en tout cas, ils se font attaquer. Puis c'est le chum ou l'ex-chum de Dazzler en question qui s'avère être un vampire, et pas n'importe lequel, le petit-fils de Dracula. Et lui, il décide de kidnapper les filles, de les faire souffrir. Et se mêle à ça Laura Kinney, qui est Wolverine, et les quatre ensemble se battent contre des vampires et des... Un genre de scène de gladiateur sur un vaisseau spatial qui se veut celui du collectionneur. Du collector. Ouais, collector, ouais. Puis c'est ça, c'est aussi, faut dire que la série est très... présenté comme si c'était un film de Grindhouse. On s'en cache pas que les personnages vont sacrer, il va y avoir de la violence gratuite, du sang, puis du gros fun, puis des bonnes répliques. Fait que c'est pas mal ça. C'est la première fois que je lisais un comic de Marvel où dans la page couverture, en fait, la page... C'est quoi déjà cette page-là, la page d'information? La page de garde, il y a une genre de mise en garde plus ou moins assumée où on dit on va sacrer, il va y avoir de la consommation d'alcool et de drogue et de la violence. Et la discussion des fesses de Dazzler. Oui. Il y en avait un que c'était ça. Oui, c'est vrai, absolument. Peut-être juste avant aussi de vous demander ce que vous en avez pensé, il faut spécifier que ça fait partie de l'ère de Krakoa, mais on n'a pas vraiment besoin d'avoir lu d'autres choses pour comprendre l'histoire. Peut-être savoir par contre qu'il y a quelques années de ça, les X-Men sont partis en guerre ouverte contre la Nation des Vampires. C'est comme ça qu'elle est présentée dans l'univers de Marvel Comics. Et donc, l'espèce de tension qu'il y a entre les personnages de la Nation de Krakoa et la Nation des Vampires qu'on va voir plus tard dans la BD racine dans cet événement-là qui a eu lieu, encore une fois, il y a un certain temps. Donc, les vampires et les mutants sont en guerre froide depuis cette époque. Puis Jubilee qui a été vampire pendant longtemps. Pendant un bout de temps. Mais moi, j'ai pas lu ça et j'ai hâte de tranquillement, tu te rends là. C'est ça qui est drôle, c'est qu'éventuellement, après les années 90, tu vas être... je pense que c'est dans les années 2015 à peu près là, que tu tombes dans cette période-là. On va faire le tour. Toi, Simon, on peut dire que t'as aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça et là, j'étais curieux à ma deuxième lecture si j'allais encore aimer ça. Puis encore plus, je pense. J'ai vraiment du fun avec ces personnages-là. Ils ont... leur camaraderie est vraiment présente, puis c'est ça qui est le fun dans la BD. Puis et le côté aussi la BD ne respire pas dans le sens, ça te donne pas le temps de respirer. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose. Puis si c'est pas une action, c'est du dialogue qui va puncher. Puis c'est ça, la BD est drôle. Fait que moi j'ai bien aimé ça. J'ai aussi aimé l'art Carlos Gomez qui fait des excellents dessins de Dazzler et de Boom Boom et de Wolverine. Un peu dans la branche d'un J. Scott Campbell sans aller dans le full-on pin-up. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me faisait penser, Puis tu sais, à première vue, les dessins peuvent sembler exploitation, whatever, mais avec l'humour qu'il y a, puis le fait que ça s'assume tellement dans ce que ça propose que ça fonctionne super bien. Oui, mais bien dit. Toi, Gauthier, t'en es où par rapport à ça? Aussi, j'ai vraiment aimé ça. Là. J'ai vraiment trouvé que c'était une BD radical. Radical! J'ai retrouvé l'énergie de Spider-Punk qu'on a lu il y a une couple de mois, mais en mieux écrit. Un peu moins puéril, là, un peu plus adulte. J'ai vraiment adoré aussi la camaraderie entre les personnages. À un moment donné, par exemple, je me suis comme senti mal. Là, je me disais, est-ce qu'il faut que je trouve ça drôle, Boom Boom, qui s'objectifie à ce point-là? Genre, tu sais, parce qu'on parle souvent, genre, de ses boules, puis... mais en même temps,
en me posant la question, je me suis comme rendu compte que, tu sais, t'en as parlé un petit peu, Simon, déjà, elles sont propriétaires de cette objectification-là, tu sais, they owned it, là, tu sais, dans le sens où ils sont pas victimes de ça, tu sais, ils s'en servent comme étant un pouvoir pour casser la gueule à un esti de cave. Ouais. Fait que, tu sais, ça fonctionne quand même vraiment bien, puis tu sais, je trouve ça le fun que ça... J'ai vraiment senti que c'était écrit par une femme. Puis tu sais, l'humour entre les amis, tu sais, juste le fait que ça soit genre toute une aventure qui se passe où ils sont tous hangover, je trouve ça fucking drôle. Tu sais, le fait que, bon là on va spoiler, mais tu sais, à la fin ils se retrouvent dans le bar où au début ils se sont fait kidnapper, puis c'est comme si ça devenait leur base. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de Ninja Turtle des premières générations que j'ai retrouvé, que j'étais comme, asti, c'est le fun, tu sais, c'est fait. C'est comme un cartoon pour adultes un peu des années 90. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est fait pour... J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour ça, le comic book, là, tu sais, de comme, OK, on part sur une ride, là, c'est 5 issues, puis ça va être le fun, puis ça va être vite à lire, parce que tu vas toujours vouloir, comme, lire le prochain. Ouais. Vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça. Moi, tu sais, je connais pas du tout l'univers de Krakoa, puis j'ai vraiment embarqué... Faudrait qu'on te fasse lire éventuellement House of X, Power of X, parce que je pense que toi qui aimes Jonathan Hickman, tu découvrirais une facette de lui. Comment je pourrais dire ça? Tu vas retrouver sa recette, mais dans un univers qui est déjà formaté, qui est celui des X-Men, mais qui se l'approprie entièrement. Ouais. C'est tellement une bonne lecture que tu vas comprendre où est-ce qu'on est en ce moment. Mais t'as pas besoin pour avoir lu ce qu'on vient de lire ensemble. Non, c'est ça. Tu sais, c'est fucké, c'est super campy. Puis en même temps, j'étais comme, oh, la nation des vampires. Ouais. J'étais comme c'est niaiseux aussi un peu en même temps. Mais... Oui, mais j'étais hook pareil, tu sais. Puis j'étais comme, ah, Dracula, ok. Ouais, tu sais, j'embarque, même si ça n'a pas de sens, tu sais. Les vampires dans l'espace sont alliés avec le collecteur. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais je voyais comme... Encore une fois, tu sais, Simon, tu le disais, ça fait vraiment film d'exploitation. C'est comme du série B avec des bons dialogues, tu sais. Ouais, c'est comme du bon Buckaroo Banzai, genre, je sais pas comment dire. Elle a vraiment... Leah Williams a vraiment trouvé... J'espère qu'elle va continuer à s'amuser avec ces personnages-là, parce que visiblement, elle a eu beaucoup de fun, puis je suis sûr qu'elle a autre chose à dire, puis cet humour-là, il se perd pas. Là. La porte est ouverte. À la fin du comic, il y a une phrase. Les Exterminators seront de retour, puis il y a une lettre qui est envoyée à Dracula. En passant, si t'as d'autres vampires renégats, on est prêt à pouvoir... C'est pour ça que moi, j'ai retrouvé un petit peu des éléments de Buffy. Là. Tu sais, le bar me faisait penser au Bronx. Mais dans les points forts de la BD, pour moi, c'est les relations entre les personnages. C'est des personnages qui, pour moi, étaient vivants, qui avaient des vraies personnalités. La personnification était géniale. Leur lien était cool. Les personnages parlaient comme des vraies femmes, pas comme des gens femmes écrits par des gars qui savent pas comment les écrire. Puis j'aimais la ride, parce que si tu enlèves tous ces éléments-là de personnification, puis tu les mets dans l'histoire est assez conne quand tu y penses 2 secondes. Mais c'est le plaisir de la BD, puis ce qui est le moteur de cette série-là, de cette mini-série, c'est leur échange, c'est leur dialogue, c'est leur relation. Et c'est une fun ride. C'est une bonne lecture super rapide, puis je trouve que l'art, elle vient vraiment appuyer l'écriture de Williams. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai hâte de les revoir sur des projets communs, ou sinon chacun de leur bord. Tu sais. Ouais. Leah Williams avait déjà écrit d'autres trucs avant pour l'ère Krakoa, mais là, il n'y a rien qui s'en vient, mais maudit que j'aimerais ça que ce team-là, ils reviennent juste pour une autre mini-série. Ouais. C'est le fun parce que tu sais, je trouve qu'ils nous sortent aussi de temps en temps des cartes auxquelles tu t'y attendes pas. Tu sais, la première BD commence une narration de, je pense, de Dazzler qui est interne, puis le deuxième numéro commence, puis ils sont devant le conseil de Krakoa. Fait que tu te rends compte que le premier numéro, c'est eux qui racontent ce qui s'est passé, tu sais. Puis là, ils sont tous dans des costumes. Une est en cheerleaders, l'autre est en espèce de sorcière, du magicien d'Oz, puis tu comprends pas pourquoi ils sont comme ça, tu sais. Ils combattent des vampires. Qu'est-ce qui va les amener à être dessinés comme ça, tu sais? Elle a réussi à faire...
expliquer vraiment beaucoup de fanservice. Oui. Genre, à chaque 10 pages, je pense qu'il change de saut, puis t'es comme, ah ouais, ça marche. Tout est expliqué. Je suis correct. Je me sens pas floué. Tout fonctionne bien. Puis c'est tous des pouvoirs qui sont relativement similaires. Puis, surtout Boom Boom puis Jubilee. Dazzler aussi, ouais, j'avoue que c'est ces éclairs de lumière. Causés par le son. Ouais. C'est que ça fit qu'ils combattent des vampires. Ouais, c'est ça. Tout en lien avec la lumière. C'est ça, parce que lui, le vampire principal, a un médaillon qui l'empêche d'être affecté par la lumière. Fait que ça rajoute une petite couche de... Il a l'air d'un douchebag, là. Moi, je pense que elle sortait avec lui, puis je suis comme, non, t'enlèves ce médaillon-là. Là. Parce qu'il partait tout le temps, ça veut dire. Ouais. Puis tu sais, son design, c'est genre une espèce de Fabio, là. Oui, le très gars années qui fait 70. toutes les couvertures de Harlequin, là, avec les petites chemises ouvertes, là, médiévales, là, c'est dégueulasse. Ah oui, avec les cheveux longs, l'espèce de couverture d'Harlequin, là, des vieux livres de romance. Exact. Mais il y a de quoi de vrai là-dedans, tu sais, elle laisse son chum, ça se sépare, puis là, elle se dit « Hey, j'appelle mes chums, tout ce que je veux, c'est que je veux me saouler la gueule. » C'est achevé. Moi, j'adore que Dazzler appelle Jubilee, puis elle dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, Jubilee, elle répond « De mon mieux! » Comme, voyons! Je trouve ça très drôle. Mais c'est ça, il y a comme... tu sais, ils ont vraiment leur personnalité, tu sais, puis même si Boom Boom, c'est comme la... comic relief, un peu nunuche. C'est de la gang. Au début, tu sens qu'il y a quand même de quoi, tu sais, elle boit genre l'après-midi. Là, ouais, c'est à sa 5e bière, je pense. Ça va pas bien, là, tu sais, il y a quelque chose en tout ça, là. Derrière le masque de nunuche, il y a, tu sais, quelqu'un qui rush un peu. Là. Mais moi, c'est tous des personnages que je suis pas beaucoup. Dazzler, Jubilee, Boom Boom, je pense que c'est la première fois que je lisais une histoire les mettant en vedette. Puis même la Wolverine de Laura, la Wolverine féminine, je la connaissais pas tant que ça. Fait que de les voir interagir entre... Pour moi, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est pas des personnages d'avant-plan, c'est souvent des personnages d'arrière-plan. Puis de les voir... Moi, c'est ça que je trouve intéressant. T'sais, ils ont fait un peu la même affaire que Guardian dans le temps chez Marvel Studios, où est-ce que tu prends des personnages que personne connaît ou peu, puis t'en fais de quoi de nouveau, puis d'intéressant, puis de rafraîchissant. Puis j'ai retrouvé cette recette-là dans Exterminators, où on reprend des personnages féminins qui ont plus ou moins un lien ensemble, qui sont plus ou moins campy. T'sais, on s'entend, boum boum, c'est créer des boules d'explosion. C'est assez lame comme pouvoir à la base, mais ils ont trouvé toujours une manière, au fur et à mesure que l'histoire avance, de les utiliser de façon originale, puis de les voir interagir ensemble pour la première fois. Ben, j'étais vraiment ravi. C'était vraiment très cool comme bande dessinée. Moi, c'est sûr qu'en tant que fan des X-Men, quand tu dis c'est des personnages d'arrière-plan, je suis comme wow, là. Non, wow, mais je comprends très bien. Quelqu'un que moi qui lis pas, tu sais, comme toi. Là. Parce que tu sais, on connaît Jubilee surtout à cause du cartoon, mais moi, c'est ça. Boom Boom, je l'avais déjà lu, mais j'avais jamais catché c'était qui. Puis là, quand j'ai commencé à lire les vieilles BD, là, elle était là, j'ai comme fait. C'est qui ça? T'sais, là, j'ai appris à la connaître. Mais es-tu là depuis un bout? Oui, c'est ça. Elle est là depuis les années 80. Ah ouais, OK. Ouais. Puis... c'est un personnage quand même le fun là, qui est présentement où je suis rendu est dans X-Force. Fait que elle a passé de New Mutants à X-Force. Puis là, je sais pas ce qui va se passer après, mais je l'aime beaucoup. Est-ce qu'elle est moins comedy relief dans X-Force? Non, elle est toujours un peu comedy relief. Elle dit tout le temps haut et fort ses opinions, elle mange de la gomme, elle porte des lunettes de soleil. Tu sais, elle est comme too cool for school. Elle est loud un peu. Ouais, elle est loud, mais elle est fun. Puis c'est ça, ce qui est drôle, c'est à chaque fois qu'elle fait comme exploser quelque chose, elle fait le décompte. Elle fait comme, tu sais, 1, 2, 3. Puis là, dans cette BD-là, elle le fait pas tout le temps, mais quand elle le fait, c'est comme pour des gros punchs, surtout quand elle montre ses grosses explosions. C'est deux bombes. Ouais, je trouvais que c'était un moment génial. C'est drôle, hein, parce que c'est une question qui me revient souvent à l'esprit quand on lit une BD puis on en parle à l'émission. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie de la personnification fonctionne? Qu'est-ce qui fait que quand je lis cette BD-là, j'ai vraiment l'impression d'assister au récit d'un personnage papier
versus des fois t'en lis d'autres puis ça marche pas, quelque chose qui colle pas. Soit t'en fais, tu sais, puis oui, j'imagine que tu mets des éléments pour les mettre en place, puis voici ça c'est très, voici comme ça il se développe, ok, ça c'est... Mais des fois t'en fais, il y a du monde qui en fait trop, des fois il y a du monde qui en fait pas assez. Puis je sais pas c'est quoi, je prétends pas de connaître la balance, mais la balance pour moi est atteinte dans cette bande dessinée-là où chacun pour moi avait ses traits, puis tu sais, Boom Boom puis Dazzler physiquement sont relativement similaires, mais quand ils parlent, c'est pas la même personne. Non. Ça c'est le fun, en tant que fan de BD, je les lisais, j'étais ok, ils ont chacun du relief. Surtout que c'est le fun. En théorie, Dazzler est plus vieille que les autres. Ah ouais, ok. Parce que était comme l'âge des autres X-Men. Scott et les gars. Ouais, c'est ça. Fait que je me souviens pas s'ils font référence à ça vraiment, mais ça y donne un petit comment dire, une petite maturité sur les autres, mais là, ben, vu qu'elle a fait un mauvais choix dans son choix de gars, ben, là, t'as les plus jeunes qui peuvent lui dire « Est-ce que t'es niaiseur? » Donc, ça, c'était bon. Ah, c'est cool. Je pense qu'il y a vraiment... il y a de quoi dans le pacing. Ouais. Puis dans le... C'est surprenant. Même les dialogues sont surprenants, c'est-à-dire que ça va pas nécessairement dans les attentes qu'on aurait, tu sais, classiques. Je pense que c'est pour ça que ça nous que ça marche à ce point-là. Puis le pacing fonctionne et fonctionne malgré la coupure des 5 numéros. T'sais, dans le sens structure américaine de comic book oblige, il va y avoir des cliffhangers, puis il va y avoir, ou à tout le moins des coupures. Puis dans ce cas-ci, il va en avoir 4 parce qu'on est dans 5 numéros. 1, 2, 3. Ouais. En tout cas, il y a des coupures. Puis tu la sens pas tant que ça. Oui, il y en a à même les BD, mais je veux dire, tu les sens pas tant que ça. Il y a des séries que tu les sens énormément, puis ça gosse, parce que les gens ont pas assez de temps pour développer le numéro, puis là, ça coupe. Là, je trouve que le pacing fonctionnait très, très bien. C'était une BD que tu peux mettre... Moi, j'entendais, tu sais, la toune là, dans Scott Pilgrim, le Sex Bomb, là, j'entendais ça dans ma tête en lisant la série. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est ça, cette énergie-là. Cette énergie-là, ouais, exact. Si vous aimez les films ou les livres de Battle Royale aussi, vous allez être servi. Il y a quelque chose de Hunger Games, de Maze Runner, de Alice in Borderland, l'espèce de jeu où on va relever des défis, mais c'est pas vraiment ça l'intérêt principal, même si c'est ça le récit. Une bonne partie du récit, c'est ça. C'est vraiment les interactions entre les personnages. C'est qui les Otherworlds, Simon? Je les connais pas, les autres. Les Otherworlds, c'est dans Captain Britain et Excalibur. C'est comme comment je pourrais dire ça? C'est un monde qui gère les mondes parallèles. Fait que tu peux passer par là pour te rendre à un monde parallèle. Mais dans l'ère Krakoa, ils ont commencé à développer Otherworld. Puis là, c'est devenu tout ce qui est... ce qui peut venir des contes puis des histoires qui habitent toutes dans ce monde-là. D'où les fées qu'on voyait là, parce qu'il y a des gens d'Otherworlds, des rescapés d'Otherworlds qui sont là. C'est ça. Tu sais, genre, le roi Arthur, il est là. Puis c'est un asshole. OK. C'est pour ça qu'ils disaient. Non, c'est Merlin. Merlin, c'est un asshole. Ouais. OK. Fait que c'est ça, Otherworld, ça a rapport avec plus le côté Donjons et Dragons des X-Men. Est-ce qu'ils habitent maintenant sur Krakoa ou ils sont retournés dans Otherworld parce que justement Merlin est un asshole? Ça dépend lesquels tu parles. Des personnages qu'on a vus dans la BD d'Exterminator, est-ce qu'ils retournent vers Otherworlds ou ils restent sur Krakoa? J'imagine je pense pas qu'on les revoit. Je les ai pas revus, en tout cas. OK. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça, man. Je pense que, tu sais, pour moi, c'est tout le temps mon baromètre. C'est, comme Gauthier, t'as pas lu tant d'X-Men que ça. Je me demandais si t'allais apprécier. Puis je trouve que le point de saut dans la série... Il n'y a pas tant de friction pour réussir à apprécier le numéro. Mais moi, je ne sais pas, parce qu'il y a des éléments que je connaissais, le conflit entre les vampires. Bon. Mais toi, tu n'avais pas de l'air à dire que c'était un enjeu pour toi. Non, vraiment pas. Là. C'était... Encore une fois, si les interactions entre les personnages fonctionnent puis que tu comprends dans quel univers t'es facilement, c'est pas du tout repoussant.
C'est ça parce que moi, quand j'ai suggéré cette BD-là, dans ma tête, c'était bon, mais celle-là, c'est pas mal une des meilleures que t'as pas besoin d'avoir bien du background sur qu'est-ce qui se passe présentement. Il y en a d'autres que c'est différent. Celle-là, ben, c'est juste un élément, mais c'est pas le core de l'histoire. L'histoire complète. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, messieurs, avant qu'on se laisse? Moi, je veux juste parler d'une scène que je vous ai envoyé la page, mais ça me faisait bien rire qu'il y a Dazzler qui est derrière une vitre parce qu'ils sont comme pognés dans l'aquarium. Ouais, l'aquarium, c'est vrai, oui. Ouais, puis elle voit son ex, puis là, elle dit comme ça, t'aimes ça regarder les filles qui pissent? Puis là, il est comme, vrai. Quoi? Pipi plein. Puis là, les deux autres arrivent, puis continuent à se moquer de lui, parce que c'est ça, ils ont comme pas d'espace pour pisser, fait que c'est juste de mettre d'en face à lui, puis ça me faisait bien rire. Ah, c'est une bonne chose, ça. Ouais. Non, c'est juste pour vous capturer puis pouvoir vous observer. Ouais, c'est ça, une excuse pour devoir faire pipi. Ouais. C'est ça, le piss play. Ouais. Est-ce que ça marcherait, selon vous, en série télé? Ça, oui. T'adaptes ça en cartoon. Tu sais, si t'assumes le côté cartoonesque, mais aussi violent des deux, tu sais, le contraste entre les deux est le fun. Puis coloré, tu pourrais faire un cartoon qui n'est pas adressé aux jeunes, puis ça serait... Je vois tellement la séquence d'ouverture, là. Mm-hmm. Moi, je prendrais ça avant du Harley Quinn. Ouais. Ben, Harley Quinn, on a un peu sa dose, là, notre dose. Là. Je pense qu'on en a eu pas mal là, de l'Harley Quinn. Là. Mais tu sais, ça vient répondre un peu à la même demande. Là. Qui serait? Au même public, là, c'est-à-dire de l'humour adulte, un peu dark, violent. Là. Ouais. Présenté comme si c'était un peu enfantin. Comme un peu enfantin, ridicule. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Il me semble que je prendrais Exterminator à la place de Harley Quinn. Ben, moi, je prendrais les X-Men avant n'importe quoi. Fait que, oui. C'est ça, tout est subjectif au bout. Ouais. D'ailleurs, Simon, tu seras pas là pendant un petit bout. Tu vas prendre un petit break d'été. Ouais. Mais tu sais, je vais sûrement venir, là, mais je vais vous avertir avant. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. C'est l'été, la job, bien des affaires qui se passent. Ouais, je comprends. Ouais. Excellent. Laurent va revenir d'ici quelques semaines, le temps qu'il finisse ses boîtes. Fait que d'ici septembre, probablement. Mais on va être là la semaine prochaine. Gauthier, à moins de pas être là, moi je vais être là. On va trouver du monde. Je vais être là. Excellent. Sinon, je vous rappelle que je suis à la recherche de pouvoir passer en UI. C'est ça que j'ai retenu du show. Ah oui, c'est vrai. ben@mystérieuxétonnant.com. Je me recherche. Hein. C'est-tu normal qu'à 42 ans, je me cherche encore? Ben oui, 40, c'est le nouveau 28. C'est le nouveau 8, t'as dit? C'est le nouveau 28. Ah, mon Dieu, le nouveau 28. Qu'est-ce que je faisais? Ouais, putain, sûrement des niaiseries. OK. Tu cherchais. Probablement. C'est pas mal certain, d'ailleurs. Mais faites attention à vous autres, puis on se revoit sinon la semaine prochaine et allez acheter la BD de Turbo Kid. Hein? Yes. C'est ça? Ouais. On se voit au lancement le 21. OK, bye. Ciao. Bye.